Quand le mec, il nous a endettés de 1000 milliards, c'est extravagant. Ce mec est en tôle, devrait être en tôle, il devrait être raccourci. C'est un traître absolu. D'autant que c'est volontaire. Ce mec est un banquier, et donc le banquier, il a une vision de créancier. Ce type, son objectif, c'est d'endetter la société parce que la dette, c'est un outil de domestication, c'est un outil d'oppression. L'élection pousse au mensonge. Celui qui ment bien sera élu. Vous avez dû remarquer dans les différentes élections, c'est qu'il y a une prime à celui qui a la plus belle gueule et qui en même temps est le plus menteur, le plus retors, celui qui a écrasé tous les autres dans le parti. Oh, je pense à plusieurs, oui, bien sûr, parce qu'on dirait que l'élection porte au pouvoir les pires. Tu dirais que Macron est une crapule ? Une crapule, oui, bien sûr, un gredin, une fripouille, un bandit, un traître. Un traître, en fait, c'est un type en mission, un agent de l'étranger en mission. Et en fait, ce qu'il fait est incompréhensible si on le prend pour quelqu'un de bien, qui fait ce qu'il peut, qui fait de son mieux, qui est bienveillant. Ce qu'il fait est incompréhensible. C'est incompréhensible. Pourquoi il nous jette dans la guerre ? L'élection, elle est zizaniante, j'invente le mot, alors que le tirage au sort, il est pacifiant. Et je n'ai pas encore dit le pire, hein, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Mais c'est super important ça. L'élection, comment on dit ? Elle est hystérisante. La procédure de l'élection hystérise la société. Elle nous jette les uns contre les autres via les partis politiques qui sont faits pour gagner. We're gonna take on the world. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Incorrectibles. Alors ce soir, j'ai le plaisir de recevoir, ou plutôt de recevoir à nouveau un homme qui depuis près de 20 ans n'a cessé de défendre une idée simple, le pouvoir doit revenir au peuple, par le peuple et pour le peuple. Dans un contexte où beaucoup doutent de nos institutions, il a accepté de répondre donc une nouvelle fois à nos questions. Sommes-nous encore en démocratie et comment redonner le pouvoir aux citoyens ? Il est enseignant, plutôt ancien enseignant, essayiste, blogueur à l'origine du site choir.org. Il est devenu une figure incontournable du débat sur la démocratie et ses limites. Vous l'aurez compris, mon invité ce soir est Étienne Choir. Bonsoir Étienne. Salut Eric. Alors Étienne, je suis ravi de te recevoir, on peut le dire puisqu'on se connaît, à nouveau dans cette émission, cette semaine, puisqu'on a vécu vraiment une semaine folle au niveau de l'actualité politique. Et justement, on va essayer, alors c'est toujours un peu pompeux de dire ça, mais de prendre un peu de hauteur. Et donc, on va un peu moins parler de cette actualité dont les chaînes info ont parlé, continueront de parler pendant des semaines et des mois. On va essayer de prendre un peu de hauteur pour savoir justement ce qu'il en est de l'état de notre démocratie. Est-elle confisquée ? Le système censé être représentatif est-il arrivé à bout de souffle ? Voilà la première partie que j'aimerais qu'on aborde ensemble. Donc, une première question, elle est toute simple. Mon cher Étienne, en quoi l'élection fonctionne-t-elle comme un poison pour la souveraineté du peuple ? Parce que par construction, élire, c'est renoncer à décider. Quand je mets le nom de quelqu'un dans l'urne, j'accepte de ne plus jamais décider quoi que ce soit moi-même, et c'est celui que j'élis qui va tout voter. Et en fait, la plupart des gens prennent conscience de la scélératesse des lois liberticides, tous les jours il y en a plusieurs, se plaignent de leur impuissance, mais en fait, nous sommes co-responsables parce que quand on accepte d'élire, il ne faut pas se plaindre d'être impuissant politiquement. Je veux dire, l'élection est une procédure de dépossession politique qui a été conçue pour ça depuis le début, 18e siècle, CIS en France, Madison aux États-Unis. Ont institué non pas la démocratie, ils ont institué le gouvernement représentatif pour éviter la démocratie. C'est-à-dire en fait, les régimes dans lesquels nous vivons, qui sont des régimes basés sur l'élection parmi des candidats qu'on peut aider, ces régimes ont été conçus pour nous tenir à l'écart, tenir les populations à l'écart de toute décision. Et faut-il que nous soyons complètement désinformés, intoxiqués, endoctrinés par l'école républicaine, dont j'ai fait partie, hein. Moi j'étais prof, j'étais un des centaines de milliers de profs, et j'enseignais parce que je le croyais vrai, parce qu'on me l'avait appris. J'étais prof d'éco, c'est ça ? J'étais prof de droit, d'économie, ouais, et de sciences tertiaires de façon générale. Et en fait, j'étais en BTS, donc en Bac+2, et
j'enseignais à mes étudiants, comme j'avais enseigné à mes enfants, que la démocratie c'était l'élection c'était la démocratie, je le croyais parce que toutes les figures de l'autorité adulte pendant ma croissance, quand j'étais enfant, et on en est tous là, toi c'est sûrement pareil, hein, toutes les autorités m'avaient répété ce qu'elles croyaient elles-mêmes, la démocratie c'est l'élection, l'élection c'est la démocratie, dans le sens, il y a une synonymie. Alors que quand tu examines froidement cette croyance en te disant, voyons, est-ce qu'elle est bien fondée, quand tu fais ce que j'appelle le procès de l'élection, il faudrait qu'on ait 1 heure pour le faire, donc on n'aura pas le temps de le faire, je vais juste en résumer les grandes lignes. Quand on fait soigneusement, loyalement, le procès citoyen de l'élection, c'est effrayant. Tu as dit, moi j'ai repéré, et peut-être que vous en repérerez d'autres, mais j'ai repéré 10 vices majeurs, des vices impardonnables. Chacun de ces vices suffirait à dire, c'est une procédure de merde, il faut trouver autre chose, c'est pas normal. Le fait que la procédure nous infantilise, qu'elle nous considère comme des enfants. C'est un enfant, en l'étymologie, c'est qui n'a pas le droit à la parole. Donc en fait, on décide de rien avec l'élection. Donc elle nous traite comme des enfants, comme des incapables. Elle nous déresponsabilise du même coup, puisque on décide de rien, on n'apprend pas le sens des responsabilités qui sont liées le plus souvent à la décision. Elle nous décourage en fait de bien faire, même de nous occuper du bien commun. À quoi bon de s'occuper du bien commun, puisque de toute façon nous n'allons décider de rien. Et finalement, elle nous dépolitise, elle nous désapprend la politique. Elle fait de nous des êtres non politiques. Donc du point de vue des représentés, c'est perdre son pouvoir au lieu d'exercer. Non, mais on vote jamais. Non, mais justement, il ne faut pas dire voter. Et je fais comme toi, hein, c'est-à-dire que après une vie à confondre les deux mots en disant qu'est-ce que tu as fait ce week-end, ben, j'ai été voté. Mais pas du tout, tu n'as pas été voté, tu as été élire, tu as été renoncé à voter. Il ne faut pas dire voter, parce que quand tu dis le week-end dernier j'ai été voté, tu n'as pas les mots pour penser que ce qu'il nous faudrait, c'est de voter. Ce qui nous sauverait, Éric, c'est de voter les lois. C'est que les électeurs, enfants, deviennent des citoyens adultes et qu'ils soient les législateurs. Le référendum continue. Par référendum, oui. C'est-à-dire que sur chaque loi, il y aurait un référendum que nous présenteraient nos représentants, donc les représentants pourraient nous préparer les lois, parce qu'il n'est pas question à 50, 60 millions de préparer les lois. Il faut que ce soit des petits groupes qui nous les préparent. Donc ça peut être une assemblée tirée au sort d'ailleurs, hein, tirée au sort ou élue librement, je vous en parlerai peut-être tout à l'heure. Mais une chambre de représentants pourrait très bien, au lieu de tout décider à notre place et de nous infantiliser, pourrait très bien nous préparer les lois. Et puis nous les présenterait. Ceux qui dans le groupe tiré au sort étaient pour la loi viennent nous dire les arguments favorables à la loi. Ceux qui étaient contre dans les tirés au sort, ceux qui étaient contre parce qu'ils trouvaient que c'était une mauvaise idée, viennent nous dire pourquoi c'est une mauvaise idée, c'est trop cher, c'est dangereux, gna gna gna. Et puis donc sur la chaîne du référendum, sur le site du référendum, dans le journal du référendum qui sont à instituer, et nous sommes les seuls à pouvoir instituer, hein, les élus ne feront jamais ça. Sur les médias du référendum, nous pouvons voir les conférences des tenants du oui, tenants du non, quelle que soit la loi. Hein. Les tenants du oui, tenants du non, on les voit s'empailler, se disputer, c'est la mise en scène des conflits. Notre niveau monte, nous commençons à comprendre les tenants, les aboutissants, les arguments. Ouais, rien n'est diabolique, rien n'est angélique. Les choses sont, il y a des arguments des deux côtés, mais au fur et à mesure, nous assistons au spectacle de la mise en scène des conflits, parce que c'est ça la démocratie. Notre niveau monte jusqu'à ce que notre opinion soit éclairée, et à ce moment-là, c'est nous qui votons. C'est nous qui votons, ce n'est pas les représentants. C'est une toute autre organisation qui serait possible et qui serait, elle, démocratique, puisque ce seraient les citoyens qui votent les lois. Mais pour finir, le résumé du procès de l'élection, au terme duquel, pour moi, l'élection doit être jugée coupable et rejetée, mais pas pour une raison, pour 10 raisons graves, c'est du point de vue des représentants. Du point de vue des représentés, elle est infantilisante, dépolitisante, décourageante. Enfin, c'est effrayant. Elle nous humilie, cette procédure. Nous, les électeurs, elle nous considère comme des sous-hommes, des humains qui ne sont pas capables d'opiner, de décider de leur destin. Mais du point de vue des représentants, c'est pire encore. Il y a 7 vices majeurs. Je ne sais pas si je penserai aux 7, mais je vais finir par le plus important. Et celui-là suffirait à dire arrêtez tout. Hein. L'élection pousse au mensonge. Celui qui ment bien sera élu.
vous avez dû remarquer dans les différentes élections, c'est qu'il y a une prime à celui qui a la plus belle gueule et qui en même temps est le plus menteur, le plus retors, celui qui a écrasé tous les autres dans le parti. Oh, je pense à plusieurs, oui, bien sûr, parce qu'on dirait que l'élection porte au pouvoir les pires. Alors la majorité, des majorités de pires, parce qu'il y a toujours des minoritaires, il y a des élus minoritaires qui sont vraiment valeureux. Je suis sûr que vous en connaissez, des petits élus qui n'ont pas du tout, mais pas la majorité du tout. Ils sont 1 ou 2 ou 3, peut-être une poignée, ils sont vraiment bien, c'est des gens bien. Mais c'est pas ça, l'élection, elle ne sert pas à ça. L'élection, elle sert à produire une majorité, et cette majorité doit être soumise, et ça marche depuis 200 ans, elle est soumise aux plus riches. Les plus riches se sont donnés avec l'élection les moyens d'accéder au pouvoir. Les plus riches, c'est les grands marchands, ce qu'on appelle aujourd'hui les multinationales. Et parmi les multinationales, les plus dangereuses, les plus riches encore parmi les plus riches, c'est les multinationales de l'argent, donc les banquiers, qu'on ferait mieux d'appeler les usuriers. Et donc la procédure de l'élection a permis aux usuriers qui étaient tenus à l'écart, les grands marchands et les marchands d'argent, dans toute la période qui a précédé le XVIIIe siècle, ont été tenus à l'écart du pouvoir. La police du roi, son boulot, c'était d'empêcher les marchands d'entrer sur les marchés avant les autres. Parce que sinon, ils raflaient tout avec leur monnaie, ils raflaient tout, et ensuite, ils créaient une rareté, et avec cette rareté, ça surenchérissait, ça faisait monter les prix, et après ça, ils se goinfraient aux frais de la société. Donc, la police du roi, son boulot, mais pendant des siècles, c'était de surveiller les marchands pour qu'ils n'aient pas le pouvoir, et qu'ils n'accèdent pas au marché. Et puis, bien sûr, il y avait le roi, il y avait tout un système de hiérarchie dans la noblesse qui montait jusqu'au roi, et tout ce système dans l'Ancien Régime empêchait les marchands d'accéder au pouvoir. Et puis, révolution, qui est-ce qui parvient au pouvoir grâce à une procédure épouvantable? C'est les marchands. Les marchands accèdent au pouvoir. Comment? Avec l'argent. L'élection parmi des candidats qu'on peut aider, donne les moyens d'accéder au pouvoir, de gagner tout le temps l'élection, de gagner la majorité, en aidant. Quand tu vois les 9 milliardaires qui ont acheté tous les médias, c'est pas pour gagner de l'argent. Chaque média en perd de l'argent. Ils s'en foutent de perdre de l'argent. Ils sont riches à millions, milliards. Mais par contre, ça sert à gagner les élections. Et ensuite, ça sert à forger... Par l'influence, bien sûr. Macron, qui était inconnu, est devenu tellement connu dans la population grâce aux médias des milliardaires qu'il a fini par être élu, alors qu'il n'avait jamais été élu avant. Il a été élu directement président de la République. Donc, l'élection premier vice donne une prime aux menteurs. Et puis, l'élection hisse celui qui a été élu par un effet d'orgueil, lui fait sentir qu'il a été élu, qu'il a été choisi comme le meilleur, et ça transforme même les meilleurs. C'est-à-dire qu'en fait, les chevilles leur enflent, et ils se croient rapidement, quand ils sont élus par des millions. Alors, quand c'est un petit maire, ça ne le fait pas trop. Mais quand c'est un député qui est élu par des millions de personnes, ou un président qui est élu par des millions de personnes, ça crée quelqu'un qui se sent légitime à tout décider à la place des autres. Donc l'élection, par construction, parce qu'elle est aristocratique, et c'est même pas un débat, l'élection, elle choisit le meilleur, donc le meilleur, ça se dit Aristos en grec. Le monde entier sait depuis la nuit des temps que l'élection est aristocratique. Et donc l'élu se sent légitime à tout décider à la place des autres. Alors que le tiré au sort, pas du tout. Le tiré au sort, il sent bien qu'il n'a aucun mérite, il a été tiré au sort. Et donc il n'est pas hissé au-dessus des autres, et donc il se comporte donc comme pour toi, comme pour notre revenir, père. tu parlais des médias, les médias dits mainstream participent justement à maintenir cette impuissance politique aujourd'hui. Je vais t'étonner là. Parce que, oui, bien sûr, les médias nous maintiennent enfermés dans cette prison politique, puisque je pense que je suis un prisonnier politique et toi aussi. Je pense que les électeurs Tu n'es plus du tout d'ailleurs invité dans les médias. Ah non, c'est pas ça, non, mais c'est pas ça que je veux dire. C'est un autre problème. Non, mais je suis un prisonnier politique comme tous les électeurs. Nous, les électeurs, c'est-à-dire la multitude, la quasi-totalité de la population, nous sommes prisonniers politiques. Nous ne décidons de rien. Nous sommes comme dans une cellule. Tu vois, une cellule où tu ne décides pas. Tu ne décides pas de ton destin du tout. On est comme dans une grande cellule avec la télévision, c'est une fenêtre avec des barreaux où tu peux regarder ce qui se passe à l'extérieur. Ah, il a dissous l'Assemblée nationale. Ah, ils ont voté une motion de censure. Ah, ils ont voté le 49-3. Et on est là, nous, dans notre prison, des gens de gauche qui disent il faudrait des politiques de gauche, c'est des traîtres qui sont au pouvoir, les gens de droite qui disent pas du tout, c'est pas des politiques de gauche qu'il faudrait avoir. C'est un autre prisonnier dans la même cellule, dans la même impuissance politique.
et qui dit « sale gauchiste, pas du tout, c'est une politique de droite qui ferait ah, sale fasciste ». Et on est là à se disputer dans une prison et qu'on est con. Il n'y a pas d'autre mot, on est complètement con. Nos discussions sont vaines. Il y a des choses très importantes à discuter. Et je sais bien que tous ces sujets redeviendront valides, prioritaires, essentiels, une fois qu'on se sera évadé et qu'on sera devenu le souverain, celui qui vote les lois. Mais tant qu'on n'a pas fait ça, tant qu'on ne s'est pas évadé, à quoi sert de discuter des lois, qu'elles soient scélérates ou souhaitables? À quoi sert de s'engueuler, de se diviser, de créer une zizanie qui nous affaiblit dans notre prison au lieu de s'évader? À quoi ça sert? À rien, je vous le dis, à rien, si ce n'est à faire perdurer le système. Et tu me demandais, est-ce que les médias entretiennent cette impuissance? Bien sûr, quand les médias disent « la démocratie c'est l'élection c'est la démocratie », ça c'est la porte de la prison. L'élection, c'est la porte de notre prison. Le fait que nous acceptions élire l'Assemblée constituante, puis élire les assemblées législatives, puis élire les présidents, en fait, ces élections, elles sont la procédure de notre dépossession politique. Tant que nous l'aimerons, et ce n'est pas seulement en France, hein, partout sur Terre, tant que nous aimerons, et qu'on soit de gauche ou de droite, hein, vous êtes des prisonniers politiques comme moi, tant que nous aimerons cette procédure, nous n'en sortirons pas. Ça peut durer comme ça jusqu'à la nuit des temps. Les médias mainstream sont responsables, mais eux, je les considère comme des adversaires. Tu as une poignée de 1%, c'est même pas 1%, de 1 pour 1000 d'ultra-riches qui ont pris le contrôle de tous les médias. Les médias, c'est la presse, les radios, la télé, mais c'est aussi les agences de presse, c'est aussi les instituts de sondage, tout ce qui sert à forger et à éclairer l'opinion. Forger l'opinion, ce serait mieux que les médias ne forgent pas. Forger, ça veut dire créer un truc artificiel. Hein. Donc là, mais tous ces outils-là servent à éclairer l'opinion avant d'opiner, avant de donner son opinion. Donc, donc les instituts de sondage, les instituts statistiques, les maisons d'édition, tous les manuels scolaires, les livres, tout ça, c'est très important pour éclairer l'opinion, la littérature, les maisons de production de cinéma, tout ce qui est produit là, si c'est une poignée de milliardaires qui tiennent la culture, en fait, c'est tout à fait dangereux pour l'éclairage de l'opinion publique. Et donc, si tu veux, ces 1 pour 1000 qui ont pris le contrôle des médias pour nous désinformer, bon, bien sûr qu'ils participent à l'enfermement, puisqu'ils le maîtrisent par tous les bouts. Mais nos petits médias, toi, donc ça c'est les gens que j'aime bien, c'est des gens, pour moi, vous êtes des sentinelles du peuple. Hein. Les vrais journalistes, c'est-à-dire les médias alternatifs, ceux qu'on appelle les petits médias. Oui, c'est vrai qu'ils sont petits, et encore ils grandissent, hein, mais les Tocsins, Le Monde Moderne, la chaîne d'Idriss, toi, le Canard Réfractaire, Blast, le média, je crois que ça existe encore, tous ces médias qui sont en fait des vrais journalistes, qui sont ce que j'appelle des sentinelles du peuple, on les appelait comme ça pendant la Révolution française. Tous ces médias sont très importants. Vous faites un boulot essentiel, c'est-à-dire que les mensonges qui sont débités dans le robinet à mensonges, c'est comme ça que je l'appelle dans les médias des milliardaires, là, dans la Pravda des milliardaires, c'est comme une vanne grande ouverte, une boussole qui donne le sud. Vous pouvez prendre à l'envers tout ce qu'ils disent pratiquement, c'est incroyable le niveau de mensonges de ces médias. Et vous prenez ces mensonges et vous les rétablissez, vous établissez la vérité. Boulot super important. Mais c'est insuffisant. Ça m'apparaît, moi, depuis cet été. Ça m'est apparu à la rentrée, dans les passages chez GPTV, chez Omerta, chez Nexus, tous ces médias amis, journalistes. Je vous interpelle. Alors, il faut comprendre, c'est avec amertume et fraternité en même temps. C'est bienveillant ce que je vous dis. Mais vous avez une responsabilité qui est double. D'une part, il faut que vous rétablissiez la vérité pour contredire les mensonges des dominants à travers les médias mainstream. C'est une partie de votre responsabilité et vous le faites bien. Mais il y a une autre partie de votre responsabilité qui est de vous occuper de l'évasion. Une partie de votre boulot, c'est d'arrêter de singer les médias, parce que quand vous traitez les mêmes sujets, quand vous regardez l'actualité, vous avez le nez vissé sur l'actualité en disant
Et alors, démission, pas démission, destitution, pas destitution, motion de censure, pas... Nous sommes là vissés sur les conséquences. Le narratif des mainstream, c'est ça? Le narratif des mainstream et surtout des conséquences. Vous êtes en train de discutailler, le prenez pas mal, hein, je vous le dis sans malveillance, mais nous sommes conduits à discutailler, à bavardouiller sur des conséquences de notre impuissance politique, ce qui nous prend tout notre temps, notre énergie, notre attention et nous distrait de l'essentiel. Nous devrions organiser l'évasion. Il me semble que tous les petits médias, et je parle même à ceux que je ne connais pas, les vrais médias qui sont des journalistes, c'est-à-dire des inquiéteurs de pouvoir, tous ces petits médias devraient, dans leur tête d'abord, mais dans leur grille de programme ensuite, dans la vitrine du savoir qu'ils offrent à leurs auditeurs, tous les petits médias devraient, et ça va tout changer si ça se passe, conserver, préserver et peut-être faire augmenter une part de travail constituant. Parce que l'évasion, ça va être le fait que nous écrivions nous-mêmes les règles de notre puissance, de notre représentation, et donc que nous écrivions nous-mêmes les articles de constitution qui instituent un pouvoir populaire. Tant que ce sont des élus qui écrivent les constitutions, il n'y aura jamais de pouvoir populaire. Ils vont écrire la puissance des élus et l'impuissance populaire. La seule façon de s'évader, c'est d'écrire nous-mêmes la constitution. Et ça fait longtemps que tu l'écris. Non, oui, mais c'est pas moi. Tu participes à l'écrire. Oui, bien sûr, moi ça fait 20 ans que j'y travaille. À un moment donné... Non. Bah, pardon. Mais... Je ne suis pas légitime. Ce qui va faire... savoir justement, aujourd'hui, tu écrivais même dans un de tes derniers livres, c'était en 2019 de mémoire, ça s'appelait « Écrire nous-mêmes la Constitution ». Oui. Tu écrivais viser non pas la 6e République, mais la première démocratie. À un moment donné, j'ai envie de te dire, bon, c'est bien gentil de faire tous ces mots, ces dénonciations, je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fond, mais à un moment donné, comment tu passes de l'intention à la pratique? Comment est-ce que tu fais reprendre le pouvoir par le peuple? Tu vois, on est à un moment de bascule en ce moment. Je vais te faire un reproche, Eric, parce que... oui, mais pardon, parce que c'est ça que j'ai du mal à comprendre. Parce que ce que tu dénonces, tu me le disais déjà depuis 2-3 ans. Mais tu m'as déjà posé cette question et je t'ai déjà répondu. Et il est toujours dans la même situation. Tu vois, mais vous êtes tous pareils finalement, hein, parce que tu n'es pas le seul. Mais je vous réponds, et je ne sais pas pourquoi vous le gommez, vous n'en tenez pas compte, comme si vous ne vouliez pas assumer votre part de responsabilité. Ce n'est pas Chouard qui va sauver le monde, ce n'est pas du tout comme ça que ça va se passer. Il y a une idée qui grandit et vous avez une responsabilité à l'intégrer vous-même dans votre personnalité. Il faut que dans ta tête, tu deviennes constituant. Mais prends pas mal. Concrètement, comment... Non, mais concrètement, tu verras après. C'est ça le plus important. Non, mais oui, mais c'est vrai. C'est bien beau de faire des ateliers constituants dans toutes les villes de France, mais à un moment donné, comment ça, en pratique, comment tu... Attends, le jour... Alors, je vais te le dire d'un mot. Je vais te le dire un mot, puis après, je vais revenir parce que... mais vous êtes tous pareils. On dirait que vous voulez pas vous y mettre. Mais le jour où, tu te souviens, je t'avais raconté cette histoire de scénario de film où nous montrerions que nous sommes devenus des millions, pas des milliers, pas des centaines de milliers, nous sommes devenus des millions et pas 1 ou 2 millions parce qu'on est 45 millions d'électeurs à peu près. 45 millions, s'il y a 2 millions de constituants qui ont la conscience constituante et qui ont commencé à s'entraîner, 2 millions, Eric, ne sont pas légitimes pour aller bouleverser la vie des 43 autres millions. Donc il y a un problème de nombre. Et ce n'est pas une question de rapport de force. Je vais te dire d'un mot. Ce qu'un peuple veut, il l'aura. Et bien voilà, je vais te poser la question différemment. Attends, non, mais laisse-moi continuer. J'ai obéir ou désobéir, c'est peut-être ça. Je vais voir ça après, s'il te plaît. Mais comprends l'objectif. Ah ben là, on est complètement d'accord. Ce qu'un peuple veut, nous l'aurons. Je suis totalement d'accord. Mais si tu n'as pas eu ta conscience constituante, ça met du temps. Oui, voilà, mais si nous ne sommes pas des millions à avoir pris conscience que la priorité est constituante, il ne faut pas élire l'Assemblée constituante. Nous devons écrire commune par commune, quartier par quartier, nous devons écrire notre propre constitution, rond-point par rond-point, rond-point constituant par rond-point constituant. Communauté politique par communauté politique, nous devons écrire nous-mêmes les règles de la représentation. Tout commence par une conscience. Cette conscience-là, si tu ne l'intègres pas, Eric, si elle passe dans ton panorama comme un invité de plus, et puis voilà, lui, ça, dans ta tête, je ne suis qu'un spécialiste de ce sujet, ma marotte à moi, c'est la constituante, et tu vas passer à autre chose. Là, j'ai raté quelque chose, je ne t'ai pas fait percevoir, je n'ai pas réussi à trouver les mots pour qu'il y ait quelque chose qui change dans ta tête. Je ne te dis pas de devenir que constituant, de remplacer
tout ce que tu penses par autre chose. C'est pas ça que je te dis. Je dis, il faudrait que dans ta tête, et quand je te parle, il faut comprendre que tu es un personnage conceptuel, je parle à tout le monde. Je parle aux petits médias, aux patrons de petits médias, aux journalistes de petits médias, et je parle à tous les citoyens. Oui, mais là, vous imaginez que je vous regarde, je préfère te parler à toi. Oui. Tu sais, je t'avais proposé une fois, tu devrais une fois essayer le format de la conversation. C'était un meuble en S, où en fait on est très proche, mais un petit peu loin quand même, pas tout proche, mais assez proche pour se voir vraiment. C'est un meuble intéressant, c'est une conversation, ça s'appelle. Et à mon avis, ce serait un outil d'entretien intéressant. Et oui, donc si j'arrive pas à te faire comprendre ça, j'arriverai pas à le faire comprendre aux autres, et c'est à mon avis quelque chose qui bloque là. Parce que vous vous dites, ce qu'il nous faut, c'est une constitution, et vous vous trompez. C'est pas la constitution qui va nous sauver, c'est les soldats, c'est l'armée de soldats démocratiques. Et donc, pour ce faire, s'il y a un seul bonhomme... Poser des questions simples. Est-ce qu'un peuple doit toujours, par exemple, respecter les lois, non, on va voir même ça après, quand elle prive de l'obéissance. sa souveraineté? Tu m'as parlé d'obéissance, désobéissance. Je vais t'en parler tout à l'heure. Mais je voudrais finir sur ça, là, parce que c'est quand même important. Il ne faut pas... Enfin, c'est une leçon de révolution que tu oui, tout à fait. es en train de nous faire. Et donc, à un moment donné, 1789, ça ne s'est pas passé dans des ateliers constituants, tu vois. Il y a un moment donné, volonté de prendre la Bastille, non? Enfin, je me trompe ou pas? Oui, tout à fait. Mais à chaque fois que les révolutions marchent, c'est qu'il y a des banquiers derrière qui financent la faction, la partie du peuple qui se soulève. On l'aide pour dégommer la mafia qu'on essaye de dégommer. Tu as les bourgeois, là, donc les marchands d'argent, les usuriers qui préparaient déjà la Banque de France qu'ils allaient demander à Napoléon, qui ont foutu dehors le clergé et la noblesse et le roi à la tête, Talleyrand disait agiter le peuple avant de s'en servir. Donc en fait, ils se sont servis du peuple pour chasser la mafia d'en face, mais le peuple avait une autre mafia derrière lui. Ce dont je te parle, c'est d'une révolution. Les autres révolutions finissent dans un bain de sang à chaque fois, hein, parce que la police se met en travers. Et quand la révolution marche, c'est que la police ou l'armée ne se mettent pas en travers. Quand Chavez arrive au pouvoir, c'est parce que l'armée suit, en fait. Je ne sais pas si c'est le meilleur exemple. Mais pour moi, c'est un bon exemple, Chavez, parce que Chavez, pour moi, c'est un ami du peuple. Je sais qu'il est décrié par toute la bourgeoisie mondiale, évidemment, puisqu'il est l'exemple d'un ami du peuple. Alors, effectivement, c'est mal vécu par les tenants du système d'exploitation parlementaire. Mais on pourrait en prendre d'autres, mais de toute façon, peu importe. Tout ça est très différent, c'est dans des pays qui n'ont rien à voir. Ouais. C'est ça que je veux dire. Oui, mais c'est quand même l'idée que pour qu'une révolution marche, il faut éviter que l'armée ou la police nous tire dessus. Or, quand on est 1 million, je te rappelle qu'il y a 44 millions qui ne sont pas dehors, ils ne sont pas dans la rue. Si dans la rue, on n'est qu'1 million, on n'est pas légitime à tout foutre en l'air. On n'est pas légitime. Là, on est d'accord. Et du même coup, l'armée est légitime, pas à nous tirer dessus, il ne faut pas déconner. Sauf s'il a 1 million, représente les 44. Alors oui, s'il représente, mais ce n'est pas le cas là. Nous descendons dans la rue et nous ne sommes qu'1 million. L'armée est légitime, non pas à nous tirer dessus, mais à nous faire rentrer chez nous, sans que rien ne soit changé. Si on est 10 ou 15 ou 20 millions, eh bien là, la police, elle ne nous tire pas dessus. Alors comment on fait pour être 20 millions? Mais si tu comptes juste sur le fait que Chouard ou un autre parle de ces ateliers constituants et qu'il va se débrouiller tout seul, et puis moi, je ne vais pas l'aider, premier média, deuxième média, troisième média, quatrième, je parle des vrais médias, avec des vrais journalistes. Ils n'en parlent pas en fait, ils sont gentils, ils m'invitent, ok, il peut parler, on donne la parole à Chouard, il a 1 heure par-ci, 1 heure par-là, et puis nous, médias qui l'avons invité, on n'en parle pas à notre tour. Et le lendemain, je me souviens de Clémence l'année dernière, qui, de façon adorable, me fait venir parler de la démocratie, on en parle pendant 1 heure, c'était super. Elle avait vachement bien compris. Chez Toxin. Oui, chez Toxin. Elle avait vachement bien compris, mais le lendemain, elle demandait à son invité, qui était quelqu'un d'autre, je ne me souviens plus qui c'était, elle lui dit « la démocratie va mal ». Non mais Clémence, c'est déconnant. Mais vous êtes tous pareils, il n'y a pas que Clémence. Hein. Tu fais pareil, je suis sûr que demain tu vas avoir un invité, tu vas lui demander comment se porte la démocratie. Non mais... vous avez une responsabilité, je vous le dis de façon peut-être un peu plus pressante, un peu plus exigeante, un peu plus amère, mais tu me demandais, est-ce que les médias nous maintiennent dans la prison? Toi aussi, le prends pas mal, hein, c'est une invitation, c'est un appel au secours. Toi aussi, en tant que petit média, si tu n'as pas une branche, une activité constituante, tu nous maintiens en prison.
parce que tu t'occupes que des conséquences et tu ne donnes pas une minute de ton temps de réflexion, de ta conscience à toi, et tu ne donnes pas une minute de ton temps et de ta vitrine à ton audience, tu ne lui donnes pas une minute au processus constituant, tu nous maintiens en prison parce que tu ne parles même pas de l'évasion. Il me semble que quand les petits médias, parce qu'ils sont nombreux sur Terre, comme vous, à faire un boulot de résistance aux médias mainstream, le jour où, pas seulement en France, mais partout sur Terre, tous les petits médias, c'est-à-dire les vrais journalistes du monde, vont intégrer dans leur discours, dans leur pensée d'abord, et puis ensuite dans leur discours, un aspect constituant, c'est-à-dire un aspect pédagogique, en fait, où ils vont donner l'exemple de citoyens, d'électeurs, enfants, en train de devenir adultes politiques, en train de devenir des citoyens, parce que pour moi, un citoyen, c'est forcément constituant. Quand vous allez donner le spectacle de cette transformation, elle va aller beaucoup plus vite et elle va toucher, cette fois-ci, des millions de personnes. Mais comprenez bien que quand il n'y a qu'une personne qui fait ça, on dirait que c'est sa spécialité, la mayonnaise ne prend pas parce qu'on a l'impression que c'est un micro-phénomène. Mais quand les journalistes, je parle des vrais journalistes, je parle de vous, les petits médias, quand vous allez intégrer cette idée et le montrer en intégrant dans votre programme, en faisant venir des gens pour parler de Constitution, en faire venir des militants parler de Constitution, en écrivant vous-même des articles, en vous rapprochant, vous autres médias qui êtes un peu concurrents, en fait, vous êtes un peu vous vous aimez bien, mais en même temps, vous avez quand même une espèce d'approche presque commerciale où, en fait, pour vivre, vous avez besoin d'une audience et donc, vous ne travaillez pas tellement ensemble. Et pourtant, sur l'angle constituant, vous pourriez très bien travailler ensemble. Et en montrant l'exemple que des médias, et alors ce serait encore mieux si c'était des médias dits de gauche et des médias dits de droite, qui se détestent comme se détestent les partis politiques, et ce qui coupe le peuple en deux. Le peuple coupé en deux ne gagnera jamais, hein, il faut qu'on soit unis. Et si les médias commencent à donner l'exemple de travailler ensemble, j'imagine un média de droite, je ne sais pas, Tocsin, c'est considéré comme un média de droite, je crois. Et le Canard réfractaire, c'est un média de gauche. Et pourtant, c'est des gens que j'aime beaucoup tous les deux, et je suis sûr qu'ils seraient capables de parler ensemble. Et s'ils donnaient l'exemple, pas forcément sur les sujets législatifs où ils ne sont pas d'accord, mais sur les sujets constituants, où là, c'est beaucoup plus facile de tomber d'accord, et on verrait, nous autres électeurs, je n'ai pas dit citoyens, nous autres électeurs endormis, en train de se réveiller, on verrait les médias, nos vrais médias, les gens en qui on a confiance, qui se mettent à parler ensemble, non pas sur les sujets législatifs où on sait qu'on a des disputes, mais sur les sujets constituants, on sait qu'il faut que ce soit le peuple qui décide. Le processus constituant, c'est décider qui décide. Et à ce moment-là, on est d'accord. On veut que ce soit la population qui soit maître de son destin. Et si les médias montraient l'exemple, non seulement de dire, ensemble, on va s'entraîner à écrire la Constitution, regardez comme c'est simple, et on va donner, tout à l'heure, là je vais être chez Nexus, et on va faire un atelier constituant en direct, on va faire 2-3 copains, on va donner le spectacle de 2-3 copains qui sont en train de parler de l'article 11 sur le référendum et du référendum d'initiative citoyenne. Et on va écrire ces règles. Si vous faisiez tous ça, mais l'idée que ce n'est pas une marotte, l'idée que c'est ça qu'il nous faut sortir de la prison, grandirait. Et si nous devenons légitimes, je réponds à ta question que je n'ai pas oubliée, comment ça va se passer concrètement là, on discutaille, on écrit, il se passe ça. Il y a un gars qui m'interpelle sur X, là, il m'interpelle méchamment, durement, il me dit que je suis un contre-révolutionnaire. C'est dingue. Je voudrais prendre ce cas-là, parce que très souvent, je fais l'objet de cette... À gauche et à droite, on me fait le reproche de faire la révolution avec un crayon. Avec un crayon, alors tout le monde se marre en disant... Le pouvoir rigole, quoi. Hein. Je veux dire, allez vous entraîner à écrire votre constitution et laisser les grandes personnes s'occuper. On y est encore dans un siècle, hein. Mais pas du tout. On y sera dans un siècle si personne ne fait rien. Oui, et même dans un millénaire, je te le dis. C'est-à-dire qu'on restera dans la tôle tant que tu continueras à adorer l'élection et à ne pas voir les vertus du tirage au sort et l'importance du fait que c'est nous qui, en écrivant la Constitution, allons écrire. Système, Étienne, c'est ça que je ne comprends pas dans ton analyse. Mais c'est comme un match de foot. À un moment donné, il y a bien un élément de bascule qui doit se produire pour passer à ce que tu recommandes. Ce moment de bascule n'a pas d'importance. Le fait que ce soit un bonhomme qui se donne là, par désespoir, s'immole par le feu, et ça révolte les gens, ça y est, on descend dans la rue. Mais c'est le fait que nous soyons nombreux à nous être préparés qui va faire qu'il y a une vraie révolution.
Sinon, comme au Népal, là tu as vu ce qui s'est passé au Népal, il y a eu un événement qui a mis le feu aux poudres et personne n'aurait pu le dire à l'avance, mais ça n'a pas d'importance. Ce n'est pas l'événement qui met le feu aux poudres qui compte. Ça, on s'en fout. Il y en a tout le temps. L'histoire des hommes, c'est l'histoire des insurrections. Il y a tout le temps des insurrections. Ce n'est pas ça qui est douteux. Ce qui est douteux, c'est que les Népalais écrivent à l'issue de leur révolte une vraie démocratie. Ça, c'est très douteux parce qu'ils ne se sont pas entraînés, ils n'ont pas fait d'Anthony constituant, ils ne sont pas des millions à savoir qu'il ne faut pas élire l'Assemblée constituante. Mais toi, tu es super entraîné, ça, je ne te conteste pas ça du tout. Mais ce n'est pas moi qui... Ce que je veux dire, il ne faut pas que ce soit moi qui soit entraîné. Qu'il y ait plein de gens qui puissent être entraînés, mais à un moment donné, quand on passe de l'entraînement à la compète, quoi. Tu vois, c'est ça le truc. Comment tu passes du terrain d'entraînement au terrain réel de la compétition. Donc on imagine qu'on est des millions à nous être entraînés, avoir compris, avoir au moins pris conscience. Au passage, avant que j'oublie, il y a un nouvel outil qui existe, qui est formidable, qui s'appelle comptesurmoi.org, tout serré, comptesurmoi, comptesurmoi.org, qui est un compteur à conscience constituante. Un compteur à constituante. Ce n'est pas encore des gens qui agissent, ça peut être des gens qui agissent, mais c'est simplement pour noter, nous compter, parce que ça va nous donner un courage de fou, ça. Ça va nous permettre de savoir qu'on n'est pas 10 000. On n'est pas 100 000, on est des centaines de milliers et bientôt on va être des millions. Parce que le fait de sentir qu'on est en train de devenir des millions, ça va nous donner la pêche, ça va nous donner envie d'être contagieux. Parce que le problème, c'est que quand tu invites juste Chouard et tu laisses le problème en fait autour du bonhomme qui réfléchit sur la question, en fait, tu nous maintiens en prison. C'est involontaire évidemment, mais ce faisant, tu nous maintiens en prison parce qu'une partie de ton boulot, c'est pas à moi de te dire ton boulot, il faut juste que vérifie que je ne me trompe pas. Mais c'est à toi de trouver les clés de ton émancipation, de ce que tu... mais toi aussi. Bah moi, pour t'aider... C'est à chacun. Ouais, il n'y aura pas de sauveur. Ce n'est pas une personne qui va sauver l'humanité. Pas du tout. C'est une prise de conscience. J'ai longtemps pris l'image des cellules de la chenille, qui fabriquent de la chenille, et puis un jour, on se dirait, à voir son passé, elle a toujours fait de la chenille. Donc les électeurs ont accepté d'être des électeurs, ils ont toujours accepté d'élire, ils ont toujours accepté de se soumettre, ils ont toujours accepté d'être des enfants politiques, et donc ça va continuer jusqu'à la nuit des temps. Pas du tout. Il y a un moment, les chenilles, les cellules, et c'est toutes les cellules en même temps qui se mettent à dire, non, mais attends, on va faire du papillon. Et en fait, il y a une transformation au même moment. J'ai une autre image, celle de l'adolescent. Toute sa vie, il a obéi à ses parents et à toutes les autorités. Il a obéi. Et puis un jour, alors tu dirais, à regarder son passé, il va obéir toute sa vie, voilà, jusqu'à sa mort. Il arrive à une phase de maturité où il en a marre d'obéir et il ne va pas demander l'autorisation aux puissants du moment, à ses parents, à sa famille, aux autorités, à ses profs. Du jour où il va décider qu'il est libre, il va l'être. Et c'est ça l'histoire de l'humanité, je pense. J'espère, bon, je me trompe peut-être ça arrivera dans 1 siècle, 2 siècles, 1000 ans, je ne sais pas. Mais il y a un moment, il me semble, où c'est tellement évident. Moi, quand j'analyse les vices de l'élection et les vertus du tirage au sort, c'est pas possible que ça n'arrive pas. Il y a un moment où l'humanité, mais c'est pas juste Chouard, c'est pas juste les gens qui suivent le travail de Chouard. Il faut que Éric s'en occupe, il faut que Clément s'en occupe, il faut que Johan s'en occupe. Circonstances qui favorisent. Mais non, ça c'est autre chose. Tu confonds l'épiphénomène qui n'a pas d'importance, qui met le feu aux poudres, avec la préparation des barils de poudre. La dynamite, si tu mets pas le feu à la dynamite, oui, ça voilà, explose pas. Oui, mais le feu, c'est pas le feu qui va poser problème. S'il n'y a pas la brèche. Non, mais le feu, il n'y a rien de plus facile. À chaque fois, il y a du feu, là. Regarde au Népal, il vient d'avoir le feu. Ça met le feu aux poudres, ça pète. Et puis, comme ils ne se sont pas préparés, je te fiche mon billet. Faisons les paris, tu verras. C'est une condition suffisante, mais elle est nécessaire quand même. Il faut qu'il y ait de toute façon non, mais c'est pas de la préparation. Comment ça se fait que tu ne m'entendes pas? Je m'exprime mal. Excuse-moi, encore une fois, non, mais je m'exprime mal parce que on est sur le fond. Mais non, on n'est pas d'accord. Mais non, on n'est pas d'accord. Mais non, parce que tu me demandes de faire. Mais je me dis juste, je ne comprends pas comment tu mets en pratique ce que tu... Mais tu me demandes de faire le devin en te disant, c'est un artisan qui en faillite. Je te soumets une suggestion. Est-ce que la désobéissance civile, elle ne peut pas être un devoir justement quand les institutions trahissent le peuple? Non. Est-ce que ça ne peut pas être ça? Non, de dire, là, voilà, on arrête de les voter et on va reprendre... D'abord, on ne vote jamais, on élit. Et puis, d'accord, mais même si tu arrêtes d'élire, ils s'en foutent, il n'y a pas de quorum, il n'y a pas de minimum dans les élections. Donc en fait, il suffit qu'il y ait si tu arrêtes par exemple de payer du jour au lendemain toutes tes transactions avec une carte bancaire, ça va peut-être poser un petit peu que tu retires du fric à tous les distributeurs. Il y a pas mal de gens qui ont suggéré ce type d'action.
ça fout un boxon quand même peut-être possible. Un boxon dont nous allons souffrir. Tu vas mettre le boxon dans le système de gestion des encaisses et donc en fait, toi, tu ne vas plus avoir accès à tes encaisses. Mais ce que je veux dire par là… Non, mais ça ne change rien. J'essaie de nourrir ta réflexion par rapport à ça, parce que je ne vois toujours pas comment tu passes de ces ateliers constituants à, dans la pratique, ce que tu recommandes de faire. Il ne se passera rien dans la pratique tant qu'on ne sera pas nombreux. C'est bien de nous accuser en permanence de dire, voilà, on est là, on est spectateur. Comment on passe de spectateur à acteur avec ton… Alors attends, quand on est en train de devenir constituant, on est acteur. Quand tu prends un bout de papier et que tu écris un article, là, quand tu écris un article, tu deviens un acteur. Ouais, c'est là que je ne comprends pas. Non mais attends, quand un enfant apprend à lire et à écrire, quand tu as appris à tes enfants à écrire… Ok, tu as écrit ton article, après tu en fais quoi? Mais ce n'est pas l'article qui compte. Quand tu apprends à ton enfant à écrire, c'est comme si je te disais, alors il écrit des A, des lignes de A, alors que tu en fais quoi de tes lignes de A? Attends, on s'en fout des lignes de A. Qu'est-ce qui est important quand tu apprends à ton enfant à écrire? C'est les lignes de A qu'il a écrites? Est-ce que c'est ça qui compte? Est-ce que c'est quand il écrit, quand il recopie un poème, est-ce que c'est ce qu'il écrit qui est important ou pas? Non, bien sûr. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est son niveau qui monte, sa maturité qui monte. Il est en train de s'entraîner à devenir l'employeur politique. Il est en train de devenir un adulte politique qui va refuser. Il est en train en train d'apprendre à savoir manier l'arme. Mais si tu ne l'utilises pas derrière, ça ne sert à rien de savoir manier l'arme si derrière tu ne l'utilises pas l'arme. Mais c'est incroyable. Ah mais non, mais moi je ne comprends toujours pas. Et pardon, et je suis sûr qu'il y a plein de gens, parce que j'accepte même les critiques aussi en commentaire. Je t'assure qu'avant de te recevoir, je parle souvent de toi. Ouais. Plein de gens vraiment t'estiment et portent vraiment. Non, mais ce que tu sous-estimes, et je te le dis à la fois pour te flatter, mais aussi pour t'envoyer une critique, c'est que plein de gens savent. On t'a vu dans l'émission de Tadei plein de fois, tu as maté, je me souviens, c'était Jacques Attali, tu as cloué le bec à plein de gens, mais dans les faits, je ne comprends pas comment quelqu'un d'aussi cérébré, intellectuel que toi ne comprend pas qu'à un moment donné, il faut donner des clés à la population pour reprendre le pouvoir. Quand je te dis que tu décris comme nous étant volés, quoi. Attends, quand je te dis ce qu'un peuple veut, il l'aura. Si tu m'apprenais à conduire sans me donner la voiture. Mais attends, je sais conduire, mais j'ai pas de bagnole, donc ça me sert pas à grand chose. Laisse-moi te résumer ce que je vais te dire là. Ouais. Ce qu'un peuple veut, il l'aura. Un peuple, ça veut dire une grande quantité, c'est pas seulement 1 million de personnes, c'est des millions de personnes. Et en fait, idéalement, ce serait toute la population qui ne veut plus élire, surtout l'Assemblée constituante, et qui ne veut plus que sa représentation soit écrite par les représentants. Donc, cette conscience de la priorité constituante, elle est devenue ce qui nous polarise. On est d'accord avec ça? On n'y est pas encore. Et c'est pour ça qu'il ne se passe rien. C'est parce qu'on n'y est pas encore. Mais quand on en est là, ça y est, la société a compris, il ne faut plus élire. La police ne nous tirera pas dessus. Parce que la police, elle tire sur un petit groupe d'énergumères qui vont foutre le bordel alors que les autres ne veulent pas. C'est à toi les gilets jaunes. Hein, non, mais les gilets jaunes, on n'était pas nombreux. Les gilets jaunes. Tu dis, elle ne tire pas dessus. Il y a des cas où, si elle a des ordres et qu'elle les respecte, qu'elle ne passe pas du côté du peuple, elle obéit. Non, regarde au Népal. On n'est pas au Népal, mon ami. Non, mais on n'est pas au Népal, mais on pourrait y être du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'en fait, non, quand le peuple est complètement dans la rue, la police ne nous tire pas dessus. La police est encore aux ordres de l'État, pardon. Je suis pas d'accord du tout avec toi. Mais c'est des humains qui savent très bien que si… Il y a eu un moment où ils ont peut-être… Exactement. Et t'as vu. Et pourtant, l'effet de contagion préalable auquel je pense n'avait pas encore eu lieu. Donc, à mon avis, si ça y est, on est polarisé, on n'est pas une multitude de gens qui veulent les uns une réforme fiscale, les autres une réforme sur l'Europe, les autres une réforme sur la finance, les autres une réforme sur le droit du travail. On n'est plus dispersé sur toute une série d'objectifs législatifs et on est concentré sur un objectif constituant. Si on est focalisé, enfin notre nombre devient une force. Et là, la police ne nous tire pas dessus. Et c'est là qu'il y a une révolution qui a lieu. Et c'est là que, si tu veux, que l'entraînement va servir. Tu me dis, ça sert à quoi de s'entraîner à manier les armes? Prenons l'image des armes. Si on ne s'en sert pas. C'est une image, je précise bien. Pour les oui, mais bien sûr, non, mais c'est une arme politique de devenir constituant. C'est-à-dire, dans sa tête, être enfin un adulte, c'est-à-dire arrêter de chercher du salut du côté des élus qui sont des êtres supérieurs. C'est terminé. Je n'ai pas besoin de mes élus, de mes maîtres. Je n'ai pas besoin de mes maîtres pour m'émanciper. Je vais m'émanciper parce que je veux être libre. Le peuple, la population, va s'émanciper, non pas quand elle va exiger, descendre dans la rue. Ce n'est pas ça qui va transformer la société et la politique. C'est le fait que nous soyons devenus capables de vouloir être libres. Parce que c'est ça qui va se passer. Mais tant qu'il n'y a que Chouard qui le dit et que vous ne relayez pas cette parole et que vous continuez
je le dis, je le pense prends qu'on pas mal, caricature. mais vous continuez à singer les médias mainstream, singer au sens, en améliorant, puisque vous transformez leurs mensonges en vérité. Donc c'est très important ce que vous faites, hein. Mais comprenez que de mon point de vue de la libération, c'est très insuffisant. Je suis toujours sur la première question que tu m'as posée, qui est super importante. Tu dis, est-ce que les médias mainstream concourent à maintenir l'enfermement? Je dis oui, mais vous aussi. Parce que vous non plus, vous ne parlez pas de l'aspect constituant. Vous n'aidez pas les électeurs enfants à devenir des citoyens adultes, c'est-à-dire constituants. Vous ne les aidez pas parce que vous n'en parlez jamais. Vous en parlez un peu déjà parce que vous m'invitez, mais vous ne l'intégrez pas vous-même. Le jour où tu vas te rapprocher, toi-même tu vas te mettre à avoir ton petit chantier, on devrait chacun avoir son petit chantier constituant, c'est-à-dire quelques feuilles de papier. Moi, c'est un peu un gros bloc-notes. Mais c'est pas suffisant. Admettons mais que c'est pas suffisant, c'est pas suffisant, mais c'est nécessaire. Voilà, une fois qu'on l'a fait ce boulot, imagine que tout le monde le fasse bien, ce que tu décris, c'est-à-dire que fasse bien la promotion des assemblées constituantes. Alors là, comment on passe à l'étape 2 Excuse-moi d'être un peu impatient, tu vois. Là, on est au bord du précipice. Hein. Je ne sais pas si tu l'as remarqué quand même. Mais oui, mais tout le monde. On va peut-être pas continuer comme ça pendant des années et des années hein, avec ton analyse. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut. Éric, on est au bord du précipice, mais fais un sondage dans la rue, tu vas voir, demande l'avis des gens sur l'élection. Surtout que je ne suis même pas d'accord avec toi, l'urgence n'a jamais été forcément contradictoire avec pouvoir prendre des bonnes décisions aussi. Hein. On n'a pas besoin forcément d'avoir des années de constitution, enfin d'assemblée constituante. On peut très bien prendre des bonnes décisions dans l'urgence aussi. Hein. L'urgence n'interdit pas non plus d'être intelligent parfois, tu vois. Pourquoi pas, toi? Il faut vraiment qu'il y ait du temps. Mais c'est pas non. Sauf que là, on n'a plus de temps devant nous. Non, mais ça peut être très rapide. Si ça prend du temps, c'est parce que vous faites rien. Si ça prend du temps, c'est parce que vous continuez à adorer l'élection. Vous adorez l'élection, vous préparez l'élection, vous examinez les partis au trébuchet, à vérifier ce qu'ils ont dit. Vous contentez de regarder à la porte de notre prison politique, vous regardez à la fenêtre et vous auscultez au trébuchet, c'est-à-dire une balance très fine, vous auscultez tous les faits et gestes de vos maîtres sans accorder une seconde à l'évasion. Est-ce que tu vois l'aspect dérisoire et vain de nos conversations quand on discute sur « il a encore fait un 49-3 ce salaud ». Putain, ça sert à rien. Tous les jours, il y a 3, 4, 5 trahisons. Vous n'en avez pas assez des trahisons? Il faut arrêter de tenir à jour la liste des trahisons. On en a assez. Maintenant, il faut changer d'optique et il faut préparer l'évasion de la prison politique. Quand je te disais, je faisais le procès de l'élection, et je te disais, du point de vue des représentants, elle favorise les menteurs. Elle fabrique des maîtres. Elle fabrique aussi des maîtres hors contrôle, parce que quand tu institues l'élection, tu ne penses pas à mettre des contrôles à l'élection. L'élection, on va choisir le meilleur, on va lui laisser faire son mandat, et puis le contrôle, ce sera au moment de la réélection. Si on n'est pas content, il ne sera pas réélu. Tu parles d'un contrôle. Quand tu mets en place le tirage au sort, tu as peur. Tu as peur de tirer au sort un con ou de tirer au sort un salaud. Voilà. Depuis la nuit des temps, ça fait 2500 ans que quand on réfléchit au tirage au sort, on a peur parce qu'on se connaît, on sait comme on sait qu'on n'est pas parfait, et on sait que parmi nous, il y a des gens qui sont pas malins ou malhonnêtes, ou pas honnêtes. On le sait. Alors qu'est-ce qu'on fait? Quand on institue le tirage au sort, figure-toi, tout le temps, 20 ans d'ateliers constituants, il n'y a pas une exception. Quand vous instituez le tirage au sort, je vous prédis, je vous l'annonce, il n'y a pas d'exception. En même temps, parce que vous sentez tout de suite qu'il y a un risque d'élire un con, de tirer au sort un con ou de tirer au sort un salaud, en même temps, vous allez prévoir des contrôles. Contrôle avant le mandat, donc un examen de passage. Contrôle pendant le mandat, donc une révocabilité à tout moment. Et contrôle après le mandat, avec la reddition des comptes. Donc le tirage au sort, quand tu prévois le tirage au sort, tu prévois des contrôles. Et en fait, ça fait une procédure dont nous avons beaucoup moins à craindre. Et puis l'élection fabrique des maîtres hors contrôle, alors que le tirage au sort fabrique des pairs, des égaux PAIRS, des égaux sous contrôle. Et surtout, mais je garde, alors les deux pires, c'est pour la fin. L'élection, elle nous incite à créer des partis politiques. Elle fabrique par construction. Les partis politiques n'existaient pas quand il n'y avait pas d'élection. Les partis politiques, c'est des armées, des machines de guerre construites pour gagner les élections, alors que le tirage au sort, ça ne sert à rien les partis. Il n'y a pas besoin d'interdire les partis. Si vous vous mettez à aimer le tirage au sort et à détester l'élection, vous allez voir que quand vous allez défendre le tirage au sort, les partis, vous n'avez même pas besoin de dire ce qu'ils vont devenir. Ils vont disparaître de leur propre mort, faute d'intérêt.
Ça n'a aucun intérêt de faire un parti si le mode de désignation, c'était une des questions que tu voulais me poser, je crois. Comment on fait pour désigner nos représentants? Et je réponds déjà à cette question quand je fais le procès de l'élection et le procès du tirage au sort. Vertu du tirage au sort, vice de l'élection, tu as là une réponse complète, mais qu'on n'a pas le temps de développer complètement. J'essaie de faire un résumé des points, mais je ne voudrais pas perdre trop de temps parce que j'ai plein de choses à dire sur la désobéissance et l'obéissance. Mais pour garder les deux derniers points pour la fin qui sont les plus importants, les deux principaux reproches qu'on peut faire à l'élection, l'élection produit des partis politiques, elle produit un esprit partisan, écoute bien comme je le dis, qui nous jette les uns contre les autres, qui fait que les électeurs, et les militants d'abord, puis les électeurs de Mélenchon, haïssent les électeurs et les candidats de Le Pen. Le Pen et Mélenchon, c'est des personnages conceptuels, c'est la même chose dans tous les pays, et quand ce sera plus eux, ce sera d'autres. Donc les gens de l'extrême d'un échiquier politique détestent à mort les extrêmes, entre guillemets, de l'autre bord, et réciproquement. Et en fait, les partis politiques, mais qui sont le résultat de l'élection, il faut comprendre que les partis ne tombent pas du ciel pour rien. Les partis, ils servent à aider le plus possible, puisqu'on peut aider les candidats. Élection parmi des candidats qu'on peut aider. Ça sert à regrouper des forces pour aider les candidats, essayer de le faire gagner. Et le résultat le plus criant, c'est cette zizanie haineuse qui règne entre la gauche et la droite, et l'extrême gauche et l'extrême droite, une espèce de détestation mutuelle, ou même, je vois les gens de gauche qui considèrent les gens de droite, qui les considèrent quasiment comme des sous-hommes. On n'a pas le droit de leur parler, on n'a pas le droit de les rencontrer, on n'a pas le droit de débattre avec eux. En fait, ça nous dépolitise les partis politiques. Donc il faut comprendre que c'est une conséquence de l'élection. L'élection produit des partis politiques. Le tirage au sort, non. Le tirage au sort, il nous permet de raisonner, de désigner des pairs, et ce n'est pas la peine de nous regrouper en partis, puisque de toute façon, on va discuter non pas sur un candidat qui va devenir celui qui décide tout et les autres candidats qui décident de rien. Ce n'est pas du tout comme ça que ça va marcher avec le tirage au sort. On va décider loi par loi. Donc on va s'empailler sur une loi et on va faire une majorité et une minorité sur une loi, mais les majorités-minorités vont complètement être différentes sur une autre loi. Et donc tu vas perdre un coup, tu vas gagner un autre, tu vas perdre un coup, tu vas gagner un autre. Et en fait, on n'a plus de raison polarisante de se détester mutuellement. Donc l'élection, elle est zizaniante, j'invente le mot, alors que le tirage au sort, il est pacifiant. Et je n'ai pas encore dit le pire, hein, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Mais c'est super important ça. L'élection, comment on dit, elle est hystérisante. La procédure de l'élection hystérise la société. Elle nous jette les uns contre les autres via les partis politiques qui sont faits pour gagner. Alors que le tirage au sort, il va nous pacifier. On va se disputer sur une loi, mais on sait bien que c'est que sur une loi. Et ensuite, on va disputer sur une autre loi, mais ce n'est pas les mêmes qui vont faire les majorités. Et en fait, à chaque fois, c'est nous qui décidons, c'est nous qui votons les lois. Je t'ai gardé le pire vice de l'élection, avec le plus grand avantage, la vertu la plus universelle du tirage au sort. Donc concentre-toi là-dessus, c'est vraiment le plus important. Parce que c'est une raison brillante comme le soleil dans le ciel de détester cette procédure. Et ça se vérifie pendant les 200 ans de laboratoire où on a vécu l'élection. Ça fait 200 ans qu'on vit l'élection, depuis les révolutions bourgeoises, Angleterre, États-Unis, France, 18e siècle. Enfin, 17e pour l'Angleterre et 18e fin 18e pour la France et les États-Unis. 200 ans de pratique, l'élection donne tous les pouvoirs aux plus riches, au 1 pour 1000. L'élection donne le pouvoir aux plus riches. Et je ne confonds pas l'intérêt des plus riches avec l'intérêt général. Ça ne correspond pas à l'intérêt général. Explique-moi ça. Eh ben, comment tu vois pas? Tu le vois. Par Quel mécanisme? Par quel mécanisme? Eh bien, c'est l'élection. Tu l'as théorisé, ouais. Oh, mais c'est une théorie qui émerge du spectacle du réel quotidien. Ça veut dire que le peuple donne le pouvoir aux plus riches. Oui, mais parce que le peuple et les humains sont vulnérables aux bobards. Voilà, notre espèce humaine est incroyablement vulnérable aux bobards. Mais moi aussi, on est tous incroyablement vulnérables aux bobards. Et donc une procédure qui donne le pouvoir à celui qui a le mieux bobardé, mais c'est effrayant, quoi. Ça marche pas bien, ça donne le pouvoir au meilleur bobardeur au service du plus riche. Bien bobardé. Ouais. Ah, mais c'est effrayant quand même, si vous ne voyez pas que les élus vous mentent. Et vous mentent, mais absolument. Qui le lâchent d'ailleurs tous, Alain Minc. Mais c'est un détail, ça.
Voilà, les rats quittent le navire. Oui, mais concentre-toi sur l'essentiel. Non, mais c'est intéressant sur un plan de la nature humaine. Ça, oui, c'est-à-dire que tu vas trouver des exemples par milliers dans le réel de ce que je te dis. Une procédure, l'élection, parmi les candidats qu'on peut t'aider, d'abord, elle donne le pouvoir aux candidats, c'est-à-dire elle donne le pouvoir à ceux qui le veulent, alors qu'il y a 2500 ans qu'on sait que, Platon disait, le pire fléau qui puisse arriver à une société, c'est de donner le pouvoir à ceux qui le veulent. Et c'est exactement ça qu'on fait, on fait que ça. L'élection parmi des candidats, elle donne uniquement le pouvoir à des gens qui le veulent. Donc le fléau de la société, on y est enferré par cette procédure d'élection. C'est dur de le donner à quelqu'un qui ne le veut pas. Mais si, mais c'est ça le tirage au sort. Mais non, mais comment tu fais aux assises? Alors attends, comment tu fais aux assises? Les assises, c'est une institution judiciaire qui décide si les citoyens sont innocents ou coupables et peuvent passer leur vie en prison ou être libres. Libres alors qu'ils sont peut-être coupables et en prison alors qu'ils sont peut-être innocents. Et on décide que le juge, c'est le peuple et il est tiré au sort. Est-ce que ça marche mal? Ça marche très bien. En fait, et ça pourrait marcher encore mieux. Et je ne vois même pas pourquoi on n'étendrait pas ça à toutes les juridictions. C'est-à-dire que les juges professionnels, c'est-à-dire ceux qui toute leur vie sont en situation de juge et ne craignent rien parce qu'ils sont jugés par des juges, ce qui est la situation actuelle. Mais c'est extrêmement dangereux, ça fait des gens qui sont super dangereux. Le gouvernement des juges, c'est un gouvernement qui est arbitraire, qui est tout à fait contraire aux droits naturels et aux droits fondamentaux. Et donc, on pourrait imaginer un système, quand on écrit notre constitution, je peux te dire, quand on réfléchit aux juges, on réfléchit à des juges qui ne sont pas seuls, qui sont plusieurs, des juges qui sont populaires, ils sont tirés au sort. Et donc, quand tu es juge pendant un mois ou pendant une semaine, ou quand tu es juge pendant une courte période de temps, et que tu sais qu'après cette période de temps, tu vas redevenir un justiciable, eh bien, tu ne juges pas de la même façon, tu fais attention. Les jurés dans les jurys de cour d'assises, tu les as pris de chez eux et tu les as amenés sur la place publique à discuter du bien commun, à les mettre en position de juge pour qu'ils comprennent ce que c'est que le droit, ce que c'est que la difficulté de décider, ce que c'est que la responsabilité quand on décide. En fait, Tocqueville disait dans des mots superbes, il disait c'est une école civique qui forge le civisme des citoyens. C'était tout à fait remarquable. Il faudrait que je te lise un passage. J'ai oublié de le sortir avant, malheureusement. On était sur le... Oui, je garde le plus important pour vous. Je vais te dire par quel mécanisme la procédure donne le pouvoir aux riches. D'abord, il y a la théorie, comment ça marche, puis ensuite, il y a la pratique. Pendant 200 ans, tu vois bien que l'élection donne le pouvoir aux riches. Tu vois bien que depuis 200 ans, c'est les plus riches qui gouvernent. Ça s'appelle le capitalisme. Le capitalisme, c'est les marchands qui sont parvenus au pouvoir par la procédure de l'élection. Comment la procédure fonctionne comme ça? On élit parmi des candidats qu'on peut aider. Qu'on peut aider, c'est pour ça qu'on fait des partis, c'est pour aider. Mais ceux qui ont des milliards, ils peuvent aider beaucoup plus que tous les partis que tu pourras faire. Ils peuvent acheter tous les journaux. Je mets une petite variante à ce que tu dis, parce que ce n'est pas eux directement, c'est à travers, effet Macron, que les plus riches sont devenus encore plus riches. Mais ce n'est pas directement Macron, sauf à ce qu'on découvre que son patrimoine se soit... Mais il dit lui-même qu'il est le proxy de Rothschild. Tu ne te souviens pas, dans les premiers mois de son accession au pouvoir, il a dit « Mais je connais très bien Rothschild, oui, mais je suis son proxy, j'ai sa confiance. » Non, en revanche, ce qui va être intéressant, c'est l'après. Savoir ce qui devient, et en effet... Ça va être intéressant de savoir si la conséquence du pouvoir amène la fortune. Mais tu sais bien que comment il s'appelle l'ancien patron de la Commission européenne qui s'est retrouvé chez Goldman Sachs, enfin l'ancien patron de l'Allemagne qui se retrouve chez Gazprom, l'ancien patron de l'Angleterre, Tony Blair, qui se retrouve chez une banque, je ne sais plus si c'est une grande banque dont il a servi les intérêts pendant qu'il était au pouvoir. La corruption, elle se fait juste en différé. C'est-à-dire que dès qu'ils sortent du pouvoir politique, ils se font goinfrer par ceux dont ils ont servi les intérêts. Enfin, il y a des milliers d'exemples que l'élection... n'empêche pas ça. Mais c'est pas qu'elle n'empêche pas ça, c'est que l'élection donne le pouvoir aux plus riches. Et le tirage au sort coupe le pouvoir aux plus riches. Il faut comprendre que l'élection ouvre un boulevard aux riches pour devenir les maîtres de la société. Et les usuriers deviennent les créanciers de la société et non de cesse que de l'endetter. Tu vois, le dernier qu'on a là, le Macron, mais il sera suivi par un pire encore, parce que ça s'aggrave à chaque fois. Le dernier, il nous a mis 1000 milliards de plus. Vous savez ce que c'est qu'un milliard? Tu sais ce que c'est qu'un million et un milliard? Tu vois la différence? Je vais te donner... C'est dur à conceptualiser. C'est dur à conceptualiser, mais je vais t'aider, tu vas voir. J'ai trouvé une image il y a quelques mois qui me semble très, très, très utile pour comprendre. Le Mozart de la finance, en tout cas, on voit... Non, mais arrête, c'est des couilles, il y en a de ça.
1 million, c'est en billets de 100 euros. Moi, je ne touche pas souvent des billets de 100 euros. C'est les billets de 50 qu'on a, hein, les plus gros qu'on a, nous les gueux. Mais les billets de 100 euros, tout neuf, 1/10 de millimètre. 1 million d'euros, c'est 1 mètre, c'est la hauteur d'une table. 1 million, hauteur d'une table. En pile de 100 billets, tout neufs, bien serrés. Ça, c'est 1 million d'euros. Donc 1 million, c'est 2 ou 3 maisons de gens normaux. Hein. Donc c'est physiquement pas grand-chose. C'est physiquement pas grand-chose. Et 1 milliard, c'est quoi? C'est 1000 millions. 1000, c'est quoi? 1000 mètres, c'est 3 fois la hauteur de la Tour Eiffel. Pas la Tour Eiffel, c'est 3 fois la hauteur de la Tour Eiffel. Tu vois la différence entre les millions et les milliards? Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. On te parle souvent dans les informations des millions, des milliards, on est perdu. Ben, souviens-toi de ça. 1 million, c'est 1 mètre de billet de 100 euros. 1 milliard, c'est 3 fois la tour de la Tour Eiffel. Et quand on te dit, Arnaud, à force de spéculer sur la bourse, à force de virer les salariés, à force de goinfrer les actionnaires, ce mec-là, finalement, et en étant actionnaire lui-même partout, finalement, et en faisant cracher ses actions de dividendes, c'est-à-dire baisser les salaires pour augmenter les dividendes, baisser les salaires des travailleurs pour augmenter les dividendes des frelons oisifs que sont les actionnaires qui font rien d'autre que d'attendre, à rien foutre, que de gagner l'argent qui a été volé aux travailleurs. Arnaud qui est à la tête de quoi? 200 milliards, c'est passé à 260, mais 200 milliards, c'est-à-dire 200 fois, 3 fois la hauteur de la Tour Eiffel. Attends, pour comprendre, il faut que tu mettes les billets de 100 euros tout neufs, bien serrés. Hein. Tu les mets à l'horizontale. En bagnole, il faut 1h30 à 130. Je m'arrête pour que tu réalises. 1h30 à 130 pour arriver au bout de sa pile de billets serrés de 100. Les milliards, c'est beaucoup d'argent. Quand le mec il nous a endettés de 1000 milliards, c'est extravagant. Ce mec est en tôle, devrait être en tôle, il devrait être raccourci. C'est un traître absolu. D'autant que c'est volontaire. Ce mec est un banquier, et donc le banquier, il a une vision de créancier. Ce type, son objectif, c'est d'endetter la société parce que la dette, c'est un outil de domestication, c'est un outil d'oppression. Et c'est totalement non nécessaire. Il faudrait qu'on passe 1 heure sur la monnaie, je n'ai pas le temps. Mais un État digne de ce nom n'emprunte pas la monnaie dont il a besoin. Il la crée quand il dépense. Quand je paye un médecin dont j'ai besoin dans cet hôpital, je crée les euros, je fais travailler le médecin, donc je crée de la richesse, et en même temps, je crée les bons de travail, parce que la monnaie, c'est les bons de travail, des certificats de travail. Je dis, tu as bien travaillé, et je crée les euros qui sont nécessaires pour montrer que tu as bien travaillé. Et tout est à l'avenant. Quand je dépense, moi, État, digne de ce nom, pas trahi par Pompidou, et ensuite tous les traîtres qui ont suivi, jusqu'à encore un Rothschild qui finit le boulot, quoi. Il nous endette au dernier degré. Au lieu de créer la monnaie, il nous fait l'emprunter aux plus riches. C'est-à-dire qu'il nous a fait pendant 50 ans, là, on vient de baisser les impôts des riches, donc d'affamer l'État, de lui baisser ses ressources. Ce n'est pas les impôts des pauvres, hein, c'est juste les impôts des riches. Et ensuite, pour trouver les ressources, on est allé l'emprunter aux riches dont on vient de baisser les impôts. Et donc, on leur emprunte, il faudra leur rendre. Donc, ils ne l'ont pas perdu quand ils nous l'ont prêté, il faudra leur rendre, et il faudra leur rendre avec un intérêt. Et là, les intérêts cumulés, ça correspond au volume de la dette. Tout ça c'est pas extravagant, c'est criminel. Parce que c'est criminel, c'est pas du tout une erreur. C'est dans la même période de Pompidou que l'État, c'est-à-dire les hauts fonctionnaires influencés par Pompidou, le libéral banquier qui dit maintenant ça suffit, la création monétaire sans charge d'intérêt, ça a assez duré, parce que quand tu empruntes, avant Pompidou, quand l'État empruntait, soit il empruntait auprès de sa banque centrale, donc ça c'est la banque centrale, c'est la banque de l'État qui lui crée de la monnaie quand il en a besoin et qui détruit la monnaie quand on lui rend, on prend les impôts et on détruit la monnaie. Mais il n'y avait pas que ça. L'État se finançait aussi en allant voir la BNP et en lui disant prêtez-moi 10 milliards, je vous ordonne, à vous, banque commerciale, je vous ordonne de me prêter 10 milliards et ce sera au taux de l'inflation est à 4, le taux auquel je vous emprunte, ce sera 3,5. C'est-à-dire qu'il empruntait à un taux réel négatif ou nul, c'est-à-dire qu'on empruntait au taux de l'inflation, c'est-à-dire sans charge d'intérêt, pas seulement en empruntant auprès de la Banque centrale, en empruntant aussi auprès des banques commerciales parce que les taux étaient administrés. Et le jour où Pompidou et sa clique sont arrivés... vivent sur la dette de l'État, à s'enrichir. Alors,
Non, pas là en l'occurrence. Ouais, mais pas là, actuellement. Mais pas là puisque c'était. Mais oui, aujourd'hui, c'est effrayant. Aujourd'hui, elles ont presque intérêt à ce que ça continue d'aller mal, quoi. Mais bon. Oui, absolument. Mais non, c'est une vision de créancier qui est complètement contraire à l'intérêt général. En fait, ce que Pompidou a imposé, et il a été suivi en cela par ses successeurs, mais il l'a fait avant la loi de 73. Hein, ça s'est passé avant. Il faut lire le bouquin de Benjamin Lemoine, qui s'appelle. C'est un bouquin essentiel. Hein, c'est un de mes 10 meilleurs bouquins. Sur 3 ou 4 000. Mais c'est vraiment un bon livre qui nous a permis de comprendre qu'on se trompait. La loi 73, elle nous a servi de sirène. On a dit, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ah oui, la dette publique, elle a commencé en 74, et donc c'est la loi 73 qui l'a déclenchée. Non, en fait, ce que nous montre Benjamin Lemoine, c'est que la mutation était intellectuelle avant, et en fait, c'est Pompidou qui a circonvenu, qui a trompé, qui a entraîné avec lui la haute fonction publique, et la haute fonction publique, sans qu'il y ait de loi, a arrêté de demander d'emprunter, auprès des banques commerciales à taux administré, et elle est allée emprunter sur les marchés financiers avec un vrai taux d'intérêt supérieur à l'inflation. Et si tu veux, un peu comme nous allons nous émanciper, quand c'est dans notre tête que ça va commencer, ben là, la trahison, elle a commencé dans la tête des hauts fonctionnaires. Benjamin Lemoine l'explique très bien dans son bouquin. Et donc, ce que je veux dire, c'est que normalement, si on n'avait pas été trahi par les représentants qui, nous ont interdit à la puissance publique d'emprunter auprès de sa banque centrale sans charge d'intérêt. Donc ça, on prive l'État du moyen de créer la monnaie. Mais ça ne suffit pas à étrangler un État, ça. Parce que l'État, il peut dire, OK, je n'ai pas le droit de créer la monnaie, mais donc quand je prends 100 d'impôts, je vais ne dépenser que 100 en services publics. Et je vais rester à l'équilibre absolument, comme ça, je n'ai pas besoin de créer la monnaie, puisque je ponctionne en impôts autant que je distribue en service public, je n'ai pas besoin de monnaie, donc l'interdiction, elle me fait ni chaud ni froid, et il n'y a pas eu l'effet d'étranglement. En fait, ce qui s'est passé juste après cette interdiction que les fonctionnaires se sont fait dans leur tête d'emprunter auprès de la Banque centrale, et cette espèce d'obligation insensée qui se sont fait d'emprunter auprès des marchés financiers. Ce qui s'est passé en plus, c'est qu'en 1974, les députés, et ils l'ont fait comme ça depuis 50 ans, les députés se sont mis à voter des budgets en déséquilibre en disant « je prélève 90 d'impôts, mais je vais quand même dépenser 100 de services publics ». Ah, mais là, il manque 10, qu'il va falloir trouver comment ? Et trouver, tu peux plus emprunter auprès de la Banque centrale, donc il va falloir que tu empruntes auprès des marchés financiers. Et ça s'est passé comme ça. Ça fait 50 ans que tous les parlements, toutes les majorités présidentielles depuis 50 ans votent des budgets en déséquilibre, donc créant un besoin d'argent pour l'État. Or, si tu veux, on a empêché l'État de créer la monnaie et on lui a dit « tu as besoin de monnaie parce qu'on a voté des budgets en déséquilibre ». Alors ça crée un étranglement de l'État qui est de plus en plus endetté, et comme il ne peut pas créer la monnaie, il est endetté jusqu'à point. Alors, quand il est endetté comme ça, ça devient le prétexte, c'est-à-dire, vous voyez qu'il faut diminuer le nombre de lits dans les hôpitaux, vous voyez qu'il faut diminuer le nombre de profs dans les classes, vous voyez qu'il faut diminuer le nombre de fonctionnaires, le nombre de postes, le nombre de gares, il faut que tout soit plus rentable, il faut que tous les services soient rentables. Et c'est parce que tu l'étrangles l'État que l'État est obligé de détruire tous les services publics les uns après les autres. Mais tout ça est non nécessaire. C'est un racket des ultra-riches qui ont pris le contrôle de l'État par la dette. Mais le jour où nous allons devenir souverains, le jour où on va faire les ateliers constituants sur la monnaie au lieu de parler des couillonnades, je me fous de l'actualité, je m'en contre-tartine. Il faut que nous devenions des grandes personnes, que soyons capables d'instituer une puissance publique commune par commune, parce que les mécanismes monétaires dont je t'ai parlé, ils sont valables au niveau de l'État, mais ils sont valables aussi au niveau de la commune. Et donc, le jour où on va être capable d'instituer un maire et son conseil municipal qui sont capables, on te donne la création monétaire, c'est-à-dire tu vas être capable de créer la monnaie locale du village, tu vas pouvoir créer la monnaie locale, mais en échange, tu vas être employeur en dernière sorte. C'est-à-dire que le marché et les échanges entre les gens vont donner du boulot aux gens, mais si on s'aperçoit qu'il y a une poignée de personnes qui n'ont pas de boulot, eh bien toi, le maire et ton conseil municipal, on t'a donné la création monétaire pour que tu puisses leur donner du boulot, pour qu'il n'y ait pas de chômage. Nous, dans notre constitution, on décide qu'on ne veut pas de chômage et qu'on donne à la commune au niveau communal et à l'État au niveau national, on donne à la puissance publique le pouvoir de créer la monnaie quand il dépense et de détruire la monnaie quand il perçoit l'impôt. Ça donne la même chose, 100 d'impôts et 100 de services publics, sauf que si c'est moi qui crée
la monnaie quand je crée des services publics et ensuite je prends les impôts, et bien si je manque de services publics parce que je voudrais doubler le nombre de profs, tripler le nombre de profs ou doubler le nombre de médecins et d'infirmières et d'hôpitaux et de transports en commun et d'isolation des bâtiments, j'ai besoin de plus d'argent, et bien il n'y a pas de problème. Tant qu'il y a des chômeurs, je peux créer 200, 300. Je peux créer les euros parce que je suis redevenu souverain. Et nous autres citoyens, nous avons donné à notre État le moyen de faire ça parce qu'on a remis les idées à l'endroit. Au lieu de dire on va, comme si on volait, comme si on volait à la société 100 d'impôts pour pouvoir fournir 100 en service public. Non, ça ne marche pas comme ça. On va créer la monnaie quand on dépense. Et s'il y a besoin de 300 de services publics, eh bien on va les créer tant qu'il y a des chômeurs. Parce qu'on va créer, au lieu de créer 100 de richesse, on va créer 300 de richesse. Ce n'est pas inflationniste du tout, parce qu'à chaque fois que tu dépenses de l'argent, il y a une création de richesse nouvelle en même temps. Donc quand tu crées de la monnaie et de la richesse en même temps, ce n'est pas inflationniste. Ce qui est inflationniste, c'est ce que font les banquiers en ce moment, soi-disant compétents, responsables, soi-disant c'est les gens sérieux avec leur cravate. Là. En fait, ces gens-là, ils sont en train de distribuer de l'argent à leurs copains banquiers, à leurs copains actionnaires, pour que leur camelote, leur casino de la bourse, là, les titres continuent à valoir quelque chose. Ils créent de la monnaie sans contrepartie, sans créer la richesse en échange. Et donc, quand tu crées de la monnaie, ça crée de l'inflation. Et là, ils en créent des milliers de milliards, des euros pour leurs copains, et ça crée de l'inflation, mais juste là où ils dépensent. Ça va dans les poches des actionnaires, et donc, en fait, ça crée de l'inflation des titres. Donc, les titres qui devraient valoir zéro après la crise de 2008, ils continuent à valoir quelque chose parce qu'il y a une inflation de la valeur des titres qui est créée par l'argent qui est créé sans création de richesse. L'argent qui est insufflé par les banques, ça sert juste à sauver les boursicoteurs et les profiteurs, les accapareurs. Mais il faut comprendre que si nous étions capables, à travers les ateliers constituants, en l'occurrence monétaires, de penser une puissance publique capable de créer la monnaie quand elle dépense et de détruire la monnaie quand elle a besoin d'impôts. Mais ce qu'il faut comprendre, il faut lire le bouquin de Stephanie Kelton, qui s'appelle « Le mythe du déficit ». C'est un bouquin super important, lisible par tout le monde. C'est le meilleur des bouquins, 300 ou 400 bouquins sur la monnaie. Et je pense que c'est le meilleur qui décrit la théorie moderne de la monnaie. C'est celui qui est le plus lisible par n'importe qui. Et là, vous allez comprendre que les élus gèrent l'État comme si l'État était un utilisateur de monnaie. Mais ce qui est une invraisemblance, l'État est le créateur de la monnaie. On ne peut pas le gérer comme s'il était utilisateur, sinon c'est un contresens majeur. Mais ça, c'est parce qu'ils ont appris des conneries à l'école. Les élus, là, avant d'être élus, avant d'être président, avant d'être haut fonctionnaire, ces gens-là étaient à l'école. Et à l'école, on leur a appris des conneries sur la monnaie. Ils ont fait l'ENA, HEC. Oui, l'ENA, HEC et Polytechnique, on leur apprend des conneries sur la monnaie, le libre-échange. Ces gens-là croient que le libre-échange, c'est bon. Ces gens-là pensent qu'il n'y a même que le libre-échange qui enrichisse, alors que le libre-échange a ruiné tous les pays qui l'ont appliqué. Voilà, il n'y a pas une exception. Il n'y a pas un pays qui a appliqué le libre-échange et qui se soit enrichi. Tous les pays, même les empires, même quand c'est l'Angleterre qui est l'empire anglais, qui imposait le libre-échange à ses colonies indiennes et autres. L'empire qui, intoxiqué par sa propre propagande pro-libre-échangiste, se met à l'appliquer elle-même, il ne faut pas 10 ans pour qu'elle se ruine. Pour que l'empire anglais, fin du 19e, début du 20e, ruiné par le libre-échange. Et là, les États-Unis qui appliquent le libre-échange, là, pareil, intoxiqués par leurs conneries qu'ils apprennent à l'école, ils se mettent à adorer le libre-échange, ils appliquent le libre-échange et ils se ruinent. Les États-Unis sont désindustrialisés. Tu vois, ils ne sont plus capables de fabriquer des produits de base. Et tous les pays qui se sont enrichis, tous les pays qu'on dit les pays riches, ils se sont enrichis par le protectionnisme. Et le protectionnisme, c'est entre les deux extrêmes que sont l'autarcie. Donc l'autarcie, c'est aucun échange. Ce n'est pas le protectionnisme. Le protectionnisme, c'est intelligent. J'échange avec les pays qui sont en concurrence loyale. C'est-à-dire qu'entre la France et l'Allemagne, on a à peu près encore que l'Allemagne est riche avec les pays de l'Est qu'elle considère comme des colonies et qu'elle maltraite au possible avec des salaires de misère. Et donc l'Allemagne, elle use de concurrence déloyale avec l'Allemagne de l'Est. Mais prenons la France et l'Italie, par exemple. La France et un autre pays voisin. On a les mêmes impôts, les mêmes contraintes environnementales, les mêmes contraintes sociales. C'est de la concurrence déloyale. Par contre, aller échanger avec le Vietnam, dans lequel le salaire minimum, c'est 200 € par mois. Ça ne va pas du tout. Tu vas pouvoir baisser tes salaires à zéro, tu ne seras toujours pas compétitif, donc tu vas dévaster ton industrie avec le libre-échange. Ça marche toujours comme ça. Le libre-échange, c'est l'organisation, c'est une idéologie fanatique
de grands marchands, de multinationales. C'est toujours, depuis le début, ça a commencé avec la Compagnie des Indes en Angleterre, le libre-échange, c'est une idée de quelqu'un qui défendait le point de vue des multinationales. Alors pour les multinationales, c'est cocagne, le libre-échange, c'est génial. Tu as la terre entière qui devient un marché aux esclaves, quoi. Oh, ils se révoltent là, dans la tribu des esclaves qu'on était en train d'exploiter, ils se révoltent, et il y a une autre tribu d'esclaves chez qui on va pouvoir aller, et en fait, on les met en concurrence les uns envers les autres, ce qui tire tous les salaires vers le bas, et quand tu tires les salaires vers le bas, ça fait monter vers le haut les profits. Donc tu sais bien que, c'est corrélé les deux. Et c'est ça l'objectif. L'objectif du libre-échange, c'est pour les multinationales d'augmenter les profits en diminuant les salaires, en créant une situation de concurrence déloyale. Et toutes les difficultés des PME qui débouchent vers la concentration du capital, qui débouchent vers l'intérêt des plus grandes entreprises, c'est-à-dire des multinationales, tout ça est une politique, ce n'est pas une politique idiote, ça dépend du point de vue duquel on parle. Du point de vue de l'intérêt général, c'est une aberration, mais du point de vue des multinationales qui ont fait élire les élus, c'est parfait, tout va bien pour eux. Bref, je ne sais plus d'où on était parti. La désobéissance, j'aimerais bien qu'on en parle un peu. Tu m'avais dit que tu voulais parler d'obéir et désobéir. Oui, tout à fait, mais question tout simple. Est-ce que la désobéissance civile, elle peut être un devoir quand les institutions trahissent le peuple? Non, mais ça ne suffit pas du tout. Je répète, la désobéissance civile, au bout du bout, ça va finir comme au Népal. Et au Népal, Mélenchon qui disait à un moment, il faut arrêter de rembourser la dette. Et puis voilà. Ah ben évidemment. Non, mais la dette, c'est une dette odieuse. Il faut que vous regardiez le CADTM, Comité d'annulation de la dette du tiers-monde, où le concept de dette odieuse a été très très bien travaillé par un type important qui s'appelle Éric Toussaint. Mais lui, il le faisait en étudiant la dette du tiers-monde, qui est un outil d'oppression, un outil de domination, un outil d'exploitation et littéralement de servilité. Mais on vit la même chose. Donc ce que vous allez découvrir dans les travaux du CADTM va vous aider à comprendre comment on va s'en débarrasser. Parce que le concept de dette odieuse permet de s'en débarrasser. On va faire quand on va redevenir souverain, mais il faut d'abord qu'on devienne souverain, parce que pour l'instant, le souverain, c'est les usuriers. Pendant des millénaires, pas des siècles, pendant des millénaires, au-dessus des usuriers, donc il y a toujours eu des usuriers, des gens qui ont de l'argent et qui le prêtent et qui oppriment les débiteurs, jusqu'à les rendre esclaves, parce que le bout de la dette, c'est l'esclavage. Mais depuis des milliers d'années, il y a toujours eu un souverain. Un souverain, c'est quelqu'un qui est au-dessus des autres et qui ne rend compte à personne. Donc en démocratie, le souverain, c'est le peuple. Et il rend compte à personne. Mais pendant des milliers d'années, c'est rarement le cas. C'est le cas dans les petites sociétés, un peu partout sur Terre, mais ça a été rarement le cas à grande échelle, et depuis qu'on a l'élection, c'est terminé. Et pendant des milliers d'années, il y avait un souverain qui était capable de foutre dehors les usuriers à coups de pompe dans le cul au moment où la société allait être étranglée par les usuriers et allait crever, comme on est en ce moment. Il y avait un souverain, le roi souvent, ou l'empereur, qui chassait les usuriers en disant répudiation des dettes, ça s'appelait le jubilé. Toutes les dettes sont annulées. Voilà, il n'y a plus de dettes, zéro dette. Alors certes, ça fait du mal aux créanciers, mais au moins on sauve la société. Ce qui se passe depuis le XVIIIe siècle, depuis la Révolution, avec la mise en place de l'élection, il faut que tu comprennes la centralité de cette procédure de merde dans le cancer qui ronge. Mais ce n'est pas seulement un pays, ce n'est pas une période, c'est l'espèce humaine qui est en danger, la planète qui est en danger avec tout l'extractivisme, des forcenés, tous les accumulateurs de capital, tous les accapareurs qui sont parvenus au pouvoir avec l'élection et qui maintenant ont voté les lois des accapareurs et qui sont de plus en plus accaparants, de plus en plus gros, de plus en plus riches, ces gens-là vont dévaster. Comme un cancer tue la bête qui l'a rendu malade, c'est complètement con un cancer. Ça tue la bête et après ça meurt avec, puisque le cancer il ne survit pas à la mort de la bête. Et donc c'est ça qui est en train de se passer. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas les moyens, on n'a plus le système immunitaire qui était le souverain qui permettait de chasser les usuriers. Donc on a un problème de survie. Je ne vois pas d'autre solution que de devenir nous-mêmes le souverain. Donc les lois injustes, c'est pas l'élection qui va nous... Par la désobéissance, j'aimerais qu'on revienne à ça. Alors, la désobéissance, si c'est juste la désobéissance civile, ça ne va pas du tout suffire. C'est pas, tu vas désobéir, mais tu ne seras toujours pas le souverain. Je répète, le souverain, il est institué. Tu prends Aujourd'hui, ce qui empêche vraiment le peuple de gouverner, le peuple d'être souverain, c'est les institutions qui l'asservissent. Nous sommes
nous sommes représentés à travers un texte qui institue cette représentation. Ce texte s'appelle la Constitution. C'est dans ce texte que le peuple est absent. Signe sa soumission. C'est une soumission parce que nous sommes absents. Alors c'est dur à lire parce que nulle part il n'est écrit le peuple, c'est une bande de cons qui décideront jamais de rien et qui doivent nous obéir et ils se taisent et puis c'est tout. C'est jamais écrit comme ça, bien sûr, sinon on ferait la révolution, on dirait c'est quoi ce texte de merde. Non, c'est beaucoup plus subtil, mais c'est pas très compliqué. Je vous dis, la clé de lecture, prenez votre Constitution, ce qui fait notre impuissance, c'est que dans ce texte, nous n'y sommes pas. C'est une absence. Pourquoi nous n'y sommes pas? Cherchez la cause. Qu'est-ce qui fait que nous ne sommes pas, que la Constitution ne prévoit aucun pouvoir pour nous de nous protéger, de nous défendre contre les salauds du moment, les tyrans du moment? Qu'est-ce qui fait? Qui a écrit ce texte? Qui a écrit ce texte? Qui a écrit ce texte? La population? Pas du tout. Ah bon? Qui c'est alors? Une constituante? Une assemblée constituante? Ah ouais? Et désignée comment l'assemblée constituante? Élue. Ah tiens, comme c'est intéressant. Elle a été élue parmi des candidats qu'on pouvait aider. Donc elle a été élue. L'assemblée constituante a été composée de professionnels de la politique. Les Mélenchon, Macron, Sarkozy, Hollande, Le Pen de l'époque. Ils sont tous morts. Hein. Les gens qui ont écrit la Constitution, ils sont tous morts. Les gens qui ont voté la Constitution, ils sont morts ou ils sont en EHPAD, ils sont subclaquants. Donc en fait, le texte qui nous soumet, le texte qui nous opprime, le texte qui nous impose l'élection, il est imposé aux vivants par les morts. Les morts gouvernent les vivants. Et nous acceptons ça. Mais on est complètement cons. En fait, on est des enfants politiques. Littéralement, l'éducation républicaine, l'école républicaine, elle nous désapprend à nous occuper. Mais toi aussi, excuse-moi, c'est une pique amicale. Oui, Prends-le pas autrement. Hein. Mais un petit peu comme un ami qui donne un coup de pompe. Un coup de pouvoir, si je peux me permettre, parce que je ne pense pas que ce soit 2-3 médias alternatifs. Mais attends, mais il y en a combien les médias alternatifs? Il y en a au moins une vingtaine, une trentaine. Ouais. Et tu prends leur audience cumulée et vous vous mettez à parler de Constitution au lieu de parler des conneries, des conséquences de notre impuissance. Vous vous mettez à parler de notre puissance politique et comment on pourrait instituer. Vous commencez à donner l'exemple de citoyens en train de parler de Constitution au lieu de parler de foot. Putain, et tu ne vois pas ce que ça va changer? Mais c'est considérable. Tu veux que je nous sommes des animaux mimétiques. Les gens qui te regardent vont te ressembler. Je vais te dire quelque chose qui va te faire bondir encore plus. Je crois que les gens s'en foutent. Pardon. Ils s'en foutent parce que tu ne leur en parles pas. Personne ne leur en parle. Il n'y a que Chouard qui leur en parle. C'est fou. C'est incroyable. Les soi-disant souverainistes, là, tous les gens que tu interviews, les souverainistes. C'est-à-dire quoi? Ils voudraient la souveraineté. C'est ça? Ils voudraient Asselineau, Philippot, Dupont-Aignan, comment le gars du cercle Aristote, Pierre-Yves Rougeron. Tous ces gens-là. C'est des gens. Moi, je trouve admirable leur travail. Mais complètement lacunaire et complètement, mais c'est inconséquent. Je n'en reviens pas. Pourtant, on dit d'Asselineau qui connaît parfaitement. Mais il connaît parfaitement les institutions européennes. Ah oui, il n'y a pas. Non, mais les articles de la Constitution. Oui, les articles de la Constitution. Et pourtant, il n'accorde pas un instant au processus constituant populaire qui est le seul qui va permettre d'instituer une vraie démocratie. Alors, peut-être que ces gens-là ne sont pas des démocrates. Hein. Ce sont des souverainistes, mais ils veulent la souveraineté nationale et ils veulent continuer à garder le peuple en prison. C'est possible, ça. Hein. Je ne leur fais pas ce procès d'intention. Mais un peu quand même, parce qu'à force, je me demande quand même. Si tu veux, quand quelqu'un se dit souverainiste, s'il dit qu'il veut la souveraineté de la nation, ce qu'on retrouve plutôt à droite, ça veut dire la souveraineté des députés et des sénateurs, c'est des représentants. Et ça, ce n'est pas démocratique du tout, c'est antidémocratique. Bon, admettons. Mais ceux qui veulent... À gauche, il y a les souverainistes comme Chantal Mouffe. Je crois que c'est Chantal son prénom. Chantal Mouffe, c'est une souverainiste de gauche. Il y en a des souverainistes à gauche. Et ces souverainistes-là, c'est pareil. Et eux, ils veulent une souveraineté, ils font bien attention. Eux, ils ne disent pas qu'ils veulent une souveraineté nationale, ils veulent une souveraineté populaire. Attends, souveraineté populaire, pour moi, c'est démocratie. Souveraineté populaire, le démos a le kratos. C'est les peuples qui votent ces lois. Souveraineté populaire, le populaire décide. Donc, il vote les lois. Il n'élit pas des maîtres, comme aujourd'hui, il vote les lois. Et là, normalement, les souverainistes de gauche, ils devraient être très attentifs. Montebourg avait l'air plutôt... Mais Montebourg, il devrait être... Mais moi, je lui en ai parlé, mais ça lui passe au-dessus de la tête, ça lui passe assis. Mais parce que Montebourg, c'est un élu.
Donc un élu, il ne peut pas comprendre l'idée du tirage au sort. C'est impossible, il ne peut pas comprendre ça. C'est au-delà de ses forces, en fait. C'est comme s'il se faisait harakiri, quoi. C'est l'élu qui dit, je préfère le tirage au sort, il dit, moi je ne serai plus jamais élu, et donc j'aurai plus jamais tous les privilèges des élus, et donc j'aurai plus jamais toute la reconnaissance sociale des médias qui viennent te voir, te poser des questions en disant qu'est-ce que vous en pensez. Tout ça, c'est fini. Maintenant, ça va être n'importe qui va être le représentant et sous contrôle permanent des citoyens. Donc, l'élu, il ne va jamais vouloir ça. Mais je ne lui en veux même pas à Montebourg, qui a plein de vertus par ailleurs. Hein. Mais ce n'est pas à eux d'écrire ça. Ce n'est pas aux élus d'écrire les règles de l'élection. Ce n'est pas aux représentants d'écrire les règles de la représentation. Nous sommes les seuls, les représentés, nous, les simples citoyens, nous sommes les seuls dans ce moment constituant, ce processus constitutionnel, ce moment où on écrit les règles de la représentation. À ce moment-là, il n'y a pas de représentant. La Constitution, c'est pas... Concentre-toi. La Constitution, ce n'est pas un contrat entre le peuple et ses représentants. Pas du tout. C'est un contrat entre les individus du peuple. On n'a pas encore de représentants. Et on se concerte, on était du bétail, on était une multitude informe, pas un peuple encore. Et quand on écrit les règles pour vivre ensemble, alors qu'on sait bien qu'on n'est pas d'accord, il y a des gens de gauche, de droite, il y a des gens de toutes sortes. Hein. Il y a des écolos, des anti-écolos. Hein. Mais on va décider qui décide. On va vivre ensemble sans se taper sur la gueule et on écrit un contrat social et on le signe tous. On l'a fait suffisamment simple pour que les gens de gauche, de droite et même les libertariens soient d'accord. OK. Et ça fait un peuple. Et ça fait des adultes politiques. Alors, ma désobéissance, on y vient ou pas? J'ai pris mon carnet parce que j'ai fait... C'est pas souvent que je parle d'obéir ou désobéir. Et je l'ai fait une fois, il y a 2 ans, je crois. C'était après les Gilets jaunes, c'était à Nice, c'était peut-être 3 ans. Et j'ai trouvé que c'était très éclairant de prendre sous cet angle la révolte qui m'anime, la révolte qui nous anime contre nos représentants. Alors, obéir ou désobéir? Je commencerai par peut-être une intro, puis après ça, je reviendrai à mes notes. Tu vas voir, je vais l'ouvrir parce que j'avais préparé un tableau dont je vais vous parler. On n'aura pas le temps de voir tout, mais je vais te donner l'idée. Vous devriez tous faire ce tableau, vous allez voir comme c'est édifiant. Mais obéir à qui? À nos représentants? Est-ce qu'ils sont légitimes? Je te rappelle que c'est les morts qui gouvernent les vivants. Ces gens-là sont nommés par une règle auquel je n'ai jamais consenti. Je n'ai jamais consenti à cette constitution. On me l'impose. Et quand on m'impose ces règles de représentation dans lesquelles je ne décide de rien, et en fait je suis traité comme un sous-homme, comme un incapable, tu sais, un incapable avec un tuteur qui décide tout à ma place, c'est humiliant, c'est vexant, c'est un rang dégradant que je n'accepte pas. Et donc, obéir ou désobéir, moi j'en suis à un stade plus subversif que ça, je conteste même l'idée de la représentation. Alors ensuite, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi est-ce qu'on obéit? Pourquoi est-ce qu'on obéirait? Et pourquoi on désobéirait? Et j'avais fait un tableau, donc un tableau en 2 colonnes que je vais vous décrire, qui est étonnant quand on le dresse. Tu vas voir. J'ai fait d'un côté, alors c'est où est-ce que c'est mon truc? C'est là. C'est vraiment marrant. C'est plein à craquer, hein. C'est plein à craquer, et vous allez voir. J'ai fait d'un côté les missions de l'État, et que j'ai appelé « Pourquoi obéir ?» C'est les raisons d'obéir. C'est-à-dire qu'en fait, si l'État, par exemple, garantir et protéger les libertés, si l'État garantit et protège les libertés, c'est une raison d'obéir. Okay. Et liberté d'aller... Alors, je détaille, liberté d'aller et venir. Si l'État protège la liberté d'aller et venir, c'est une raison de lui obéir. L'intégrité physique et la dignité humaine. Je pensais au vaccin. On n'interdira jamais, l'État ne va jamais se mettre en tête d'injecter de force des produits dans le corps de quelqu'un. Voilà, donc il respecte notre intégrité physique, il respecte notre dignité humaine, c'est une raison d'obéir. L'État respecte la liberté d'activité économique et politique, il respecte la liberté d'activité, je fais ce que je veux, okay, ça fait des raisons d'obéir. L'État respecte le secret de la correspondance, le respect de l'intimité, le secret médical, le secret professionnel en général, ça va. Si l'État respecte cette intimité, ça va, c'est des raisons d'obéir. Mais tu imagines déjà qu'en face, j'ai mis crime de l'État. Et c'est des raisons de désobéir. Et tu regardes sur les garantir et protéger les libertés, mais on a des atteintes aux libertés, la liberté d'aller et venir, on nous a confinés, le couvre-feu, le pass sanitaire. Putain, mais ça c'est des raisons de désobéir. Attends, tu prends le contrat social. Je nais en dehors de l'État. Attends, la majorité a obéi. Mais attends, quand tu prends la liste de ce qu'on attend d'un État digne de ce nom, donc protéger les libertés, organiser les libertés,
organiser des solidarités, établir et garantir la prospérité. Alors à la place, il nous impose l'austérité. Et il s'est soulevé le peuple ou pas? Non, mais je te parle de philosophie politique. Non, Je suis en train de réfléchir pour faire le bilan avant de savoir ce que je vais faire. Je réfléchis avant d'agir. Je ne vais pas sortir dans la rue sans avoir réfléchi. Je réfléchis. Et sur cette question, est-ce qu'il faut... Il y a besoin de beaucoup réfléchir pour savoir que, je ne sais pas, quand tu es confiné, on aurait pu se soulever. Non, mais si tu veux, on aurait pu tous aller dans la rue. Non, mais... Et si on avait tous été dans la rue au moment où on était confinés, peut-être que là, ils auraient rien pu faire, tu vois. Mais souviens-toi quand même que les gens qui sont en rébellion, comme nous, qui sont en dissidence, en résistance, on s'affronte à une population qui vit chez elle, au travail et devant la télé. Je crois qu'on les appelle en ce moment les normises. Donc c'est des gens qui respectent les normes, c'est des gens qui sont conformes, ils ne sont pas du tout conspirationnistes, ils ne cherchent pas les complots. Ils ont raison. Ils changent pas les complots. Surtout, c'était Idrissa Berkane qui nous disait ça la semaine dernière. Finalement, les complotistes ont raison sur tout. Les complotistes ont raison sur tout. Mais de toute façon, il faut comprendre que le complotisme, c'est-à-dire l'état d'esprit qui cherche les complots et qui, quand des puissants, qui cherchent les complots des comploteurs, qui cherchent les complots des dominants du moment, qui cherchent les complots des pouvoirs qui ont toujours une tendance universelle, disait Montesquieu, à abuser du pouvoir. Donc, les gens qui ont cet état d'esprit complotiste, cherchant les complots et les dénonçant quand il y en a, les dénonçant avec courage, c'est une vertu citoyenne, cette vigilance par rapport au pouvoir. C'est une vertu. À Athènes, on faisait un arc de triomphe pour célébrer les louanges de celui qui avait protégé la cité en dénonçant un complot. Enfin, c'est extravagant. Il faut se rendre compte que nous savons qu'on ne va pas tous être complotistes, on ne va pas tous avoir le courage d'enquêter et tout le courage de dénoncer parce qu'on risque d'y perdre son boulot, comme Stéphanie Gibault. C'est incroyable cette dame-là, comme elle a aidé Stéphanie Gibault, c'est celle qui avait dénoncé le scandale de l'UBS, qui a fait gagner des milliards à l'État, à la puissance publique à nous, des milliards, et qui vit au RSA, parce que le système bancaire lui fait payer le fait qu'elle a dénoncé ces turpitudes bancaires, et maintenant elle n'arrive plus à trouver de boulot. Et là, nous, on devrait l'aider. Stéphanie Gibault, on devrait l'aider comme une héroïne, quoi. Nous devrions aider les lanceurs d'alerte qui dénoncent les complots, qui dénoncent les intrigues, qui dénoncent les turpitudes des puissants du moment, et qui se font dévaster, qui se font martyriser par les dominants du moment qui se vengent sur elles au pluriel, sur ces sentinelles. Et nous, notre boulot de citoyens qui avons été défendus par ces héros, ça devrait être de les aider. Quand Zoé Sagan se fait martyriser au dernier degré, on devrait l'aider. On devrait l'aider. Enfin, on ne devrait pas les laisser se démerder et finalement sous-vivre, vivoter jusqu'à quoi? Se suicider. Non, il devrait y avoir une solidarité entre les humains qui sont défendus par les quelques-uns qui sont les sentinelles et les complotistes les plus remarquables. Il faut comprendre que, sachant que nous ne sommes pas tous héroïques et on n'est pas tous... on a prévu une fonction qui s'appelle le journalisme. Et le journaliste qui sert justement à être complotiste. Parce qu'on sait bien qu'on ne va pas tous l'être, et pourtant on sait bien que c'est très important que les pouvoirs aient peur de quelque chose, donc il faut qu'il y ait des gens qui se dévouent et qui soient des inquiéteurs d'État, des inquiéteurs de puissance publique, des inquiéteurs de puissants, des inquiéteurs de pouvoir public. Et c'est ça les journalistes. Et moi, dans ma constitution, j'ai écrit la définition du journaliste. Nous appelons, donc je dis nous citoyens... Alors après, il faut aussi, je vais me faire l'avocat du diable, il y a des journalistes et puis... Par exemple, tu vois, il y a eu Mediapart, il y a eu le procès Sarkozy. Moi, j'ai eu tendance à mettre un petit peu un feu rouge, tu vois. Il y a parfois des choses qu'il faut vraiment avancer quand on en est certain, quand ils peuvent avoir des conséquences incroyables. Mais bien sûr. Nous allons donner du pouvoir aux journalistes. On va les protéger contre les puissants du moment, les puissants politiques et les puissants économiques, et même les puissants rumeurs populaires. On va protéger les journalistes. Il faut qu'on voit comment on va faire. Est-ce qu'on les protège comme on protège les juges, comme on devrait protéger les juges, ou est-ce qu'on les protège autrement? Tu n'as pas peur du pouvoir des juges, toi? Si, bien sûr. Pour moi, c'est la même chose que les journalistes. On a besoin des juges, il faut que ça tourne, il faut que ce soit tiré au sort, il faut qu'on les protège des défendeurs. Les juges aussi. Et les juges, oui, bien sûr. Et à mon avis, il faut que ça tourne. Il faut pas que ça... les policiers, les militaires, les juges, tous les pouvoirs doivent tourner. Parce que le mec qui est policier toute sa vie,
Donc, en fait, il a l'habitude d'être celui qui décide et d'aller pouvoir martyriser qui il veut au nom de la loi dont il est le représentant. Toute sa vie, ça va le transformer en mal. Le juge, le gars qui juge toute sa vie, le gars qui est au-dessus des autres et qui dit ça, c'est toi qui as raison, c'est toi qui as tort, c'est toi qui as raison, c'est toi qui as tort, et lui-même est jamais remis en cause, jamais jugé par d'autres que les juges. En fait, ils sont une corporation qui se protège et qui est jamais en fait soumise à une vraie responsabilité. Tout ça est fait en dépit du bon sens. Mais le journaliste, c'est pareil. Et les journalistes, on va leur donner du pouvoir parce qu'on a besoin de leur pouvoir. Il faut qu'on donne du pouvoir aux complotistes. C'est les complotistes professionnels, les journalistes. Un journaliste digne de ce nom, c'est un complotiste professionnel qui cherche les comploteurs et qui les dénonce. Et on le paye pour ça, on le protège pour ça, mais on le contrôle. Il faut qu'il y ait une chambre de contrôle populaire, des journalistes. Il faut qu'il y ait une chambre de contrôle populaire des juges. Il ne faut pas que ce soit les juges qui jugent les juges. Il ne faut pas que ce soit des policiers, comme l'IGPN, qui jugent les policiers. Il faut qu'il y ait une chambre de contrôle populaire, tout ça c'est tiré au sort, une chambre de contrôle populaire des policiers, une chambre de contrôle populaire des militaires, une chambre de contrôle populaire des ministres, une chambre de contrôle populaire de tous les pouvoirs en fait. Dès qu'il y a un pouvoir, il faudrait que nous arrivions à apprendre à nos enfants, à enseigner à nos enfants que, mon petit, il y a un truc qu'il faut que tu retiennes, c'est tu vas probablement dans ta vie avoir besoin de gens qui ont du pouvoir. Il faut absolument que les gens au pouvoir aient peur de quelque chose. Un pouvoir comme Macron, qui a peur de rien, parce qu'il n'y a pas de conseil constitutionnel, parce qu'il n'y a pas de conseil d'État, parce qu'il n'y a pas de parlement, parce qu'en fait, il n'y a que des faux contrôles, c'est ultra dangereux. Le mec, là, il peut nous emmener à la guerre, et il n'y a pas de conseil constitutionnel. Pardon, je déparle et je postillonne, c'est déconnant, mais parce que je sens que le temps m'est compté et ce que je dis est important. Si Macron peut nous entraîner dans la guerre, c'est parce qu'il n'y a pas de constitution et qu'il n'y a même pas, et même s'il y avait une constitution, il n'y a pas de conseil constitutionnel. Le conseil constitutionnel, il faut que ce soit... Il n'y a aucun pare-feu, c'est vrai. Il n'y a aucun contre-pouvoir. Mais c'est parce que c'est eux qui ont écrit les règles, bon sang de bon sang. Et en fait, celui qui a écrit les règles, c'était De Gaulle et ses copains. Et en fait, ça a tenu à l'époque de De Gaulle parce que De Gaulle avait de l'honneur. Il n'y avait rien qui l'obligeait à démissionner en cas de référendum perdu. Pourtant, il a démissionné parce qu'il avait de l'honneur. Et tous les autres, derrière, c'est des crapules. Tous. Il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Des crapules qui n'ont pas d'honneur et qui, en fait, se goinfrent et augmentent les privilèges et augmentent les trahisons de la population. Tout ça... Tu dirais que Macron est une crapule ? Une crapule, oui, bien sûr. Un gredin, une fripouille, un bandit, un traître. Un traître. En fait, c'est un type en mission, un agent de l'étranger en mission. Et en fait, ce qu'il fait est incompréhensible si on le prend pour quelqu'un de bien, qui fait ce qu'il peut, qui fait de son mieux, qui est bienveillant. Ce qu'il fait est incompréhensible. C'est incompréhensible. Pourquoi il nous jette dans la guerre ? C'est impossible. Pourquoi il augmente la dette ? Tu penses qu'il devra rendre des comptes dans le futur ? Je ne sais pas. Si on devient souverain, si on devient souverain, sûrement. Ah, tu le souhaiterais, oui. Enfin... Ben, évidemment. Mais c'est un détail. Ça n'a pas d'importance. Même il courrait avec ses milliards, ça m'est égal. Si on devient souverain, c'est pas grave. On nous dit, si on taxe les riches, ils vont s'en aller. Mais qui se barrent. On n'a pas besoin d'eux. Quand on va devenir souverain, on va créer la monnaie dont on a besoin et on n'a pas besoin. Écoutez bien. Ah, attends, il y a plein de gens qui vont me dire là, c'est complètement démago ce que tu dis. Mais pas du tout, c'est pas du tout démago. Bernard Arnault, il fait travailler des tas de gens. Pas du tout, il licencie de plus en plus, pas du tout. C'est fou ça, prétendre c'est fou ça qu'ils emploient beaucoup de. Mais attends, je te rappelle les milliards. Tu te souviens les milliards dont on l'enrichit chaque année ? Le milliard supplémentaire que tu donnes à un milliardaire, écoute, laisse-moi finir ça. Mais c'est pas vrai. On n'a pas besoin de lui. Un État digne de ce nom, un État contrôlé par nous, donc un État au service du bien commun. Cet État-là emploierait les personnes bien mieux que lui. Lui, il est sans arrêt à essorer les salariés jusqu'à faire suicider les gens d'Orange. Là. Tu sais, les salariés d'Orange qui se suicident tellement, on presse le citron. Là, c'est pas Bernard Arnault, là. Mais non, mais c'est les mêmes, c'est la même clique. C'est des gens qui essorent les travailleurs pour en tirer des dividendes à leur profit à eux. Il ne faut pas me dire que ces gens-là font travailler les autres. Ce n'est pas vrai du tout. C'est un mensonge. Et puis quand on me dit, si on leur demande un petit pourcent ou 2%, c'est-à-dire rien, ils vont s'en aller. Mais qui se bat ? On n'a pas besoin de l'argent des riches pour investir. Écoute bien, on n'a pas besoin de l'argent des riches. On n'a pas besoin d'emprunter l'argent aux riches pour financer nos activités, ni les activités privées, ni les activités publiques. Nous devrions avoir un système bancaire, c'est-à-dire un système de crédit, qui soit un système de crédit public, sous contrôle citoyen, sans charge d'actionnaire à goinfrer au passage. Nous n'avons pas besoin que ce soit un centre de profit, il va rendre le service au mieux, il va juste
il va falloir payer les gens qui travaillent. Donc les gens qui travaillent dans les banques aujourd'hui vont pouvoir continuer à faire leur travail parce qu'ils savent, ils connaissent le tissu économique, ils savent quelles sont les entreprises qui pourront rembourser. Et donc, c'est les mêmes qui vont juste devenir des fonctionnaires, qui ne vont plus devenir des usuriers, qui vont ne plus être au service des usuriers. Et on va créer la monnaie quand c'est nécessaire, comme font les banques commerciales aujourd'hui. On va créer la monnaie pour anticiper sur la création de richesses qui aura lieu plus tard, pour permettre à une entreprise de créer les richesses plus tard. Elle a besoin d'investir, il faut qu'on lui prête de la monnaie nouvelle, gagée sur le travail futur qu'elle va faire ensuite grâce à cet investissement. Et ensuite, quand elle va percevoir les fruits de cet investissement, elle va pouvoir rembourser et on détruira la monnaie quand on rembourse. Exactement comme aujourd'hui, sauf que ce sera l'État qui le fera et donc il n'y aura pas cette tyrannie sur la société qu'exercent les usuriers. Il y aura plus cet endettement général qui est de plus en plus en expansion comme un cancer. Et donc c'est pareil pour les entreprises et pour les services publics, les fonctionnaires, les hôpitaux, les postes, les voies ferrées, tout ça. C'est scandaleux d'avoir privatisé tout ça. Qu'est-ce que c'est criminel d'avoir privatisé les autoroutes alors qu'on venait de finir de les payer au moment où ça allait enfin rendre de l'argent et donc peut-être baisser les impôts, rendre plus de services publics. Au lieu de ça, on le vend à vil prix aux copains. Étienne, on va arriver bientôt au terme, on a encore 10 minutes d'entretien. Putain, 10 minutes. J'aimerais te demander aussi, est-ce que tu vous crois avez vraiment… compris le tableau, il faudrait… Vous pouvez chercher la conférence, si vous cherchez Choir-Nice, je pense… On va mettre ça en obéir ou description sous la désobéir. vidéo, tu me donneras le lien. Est-ce que tu penses qu'un peuple peut gouverner, pas être, sans leader? Est-ce qu'il n'a pas besoin d'un chef, malgré tout? Oui. Des figures… Alors, l'histoire de l'humanité, c'est l'histoire de la méfiance des humains envers leurs chefs. Nous avons besoin de chefs en temps de guerre. En temps de guerre, il n'y a pas d'exception. Les humains savent qu'en temps de guerre, il nous faut un chef, sinon on va se prendre la pâtée. Et quand on se prend la pâtée dans une guerre, ça veut dire qu'on meurt ou qu'on devient esclave. Donc là, l'enjeu, il est majeur. C'est un enjeu vital, un enjeu de liberté totale. Donc, il faut ne pas perdre la guerre. Donc, on va donner à des chefs de guerre, des gens qu'on n'a pas tirés au sort, des gens qu'on a désignés parce qu'ils ont fait leurs preuves. On sait qu'ils sont stratèges ou ce sont de bons tacticiens. Enfin, ils savent bien faire la guerre. Et là, on leur obéit. En temps de guerre, les humains, dans toutes les sociétés primitives, à Athènes, dans les sociétés amérindiennes, c'est les chefs à plumes. En temps de guerre, les pirates sur les bateaux, le capitaine, il a le pouvoir de décider et on lui obéit pendant l'abordage. Donc en temps de guerre, on obéit au chef. Mais en temps de paix, l'histoire des hommes, c'est l'histoire de la méfiance des pouvoirs en disant, toi, le chef à plumes, là, les centaines de milliers d'Amérindiens dans la fédération iroquoise, leur chef à plumes, là, en temps de paix, il n'avait pas de pouvoir, zéro pouvoir, rien. Il était assis sur le trône du chef, comme ça la place était prise, donc il n'y avait pas la place pour un voleur de pouvoir. On a un chef, il parle, toute la journée, il parle, et nous les Indiens, on lui passe devant, on ne le calcule pas comme on dit à Marseille, on le regarde pas, on l'ignore, pour qu'il comprenne bien qu'il n'a pas de pouvoir. C'est un chef sans pouvoir. Et c'est comme ça dans l'histoire. Les anthropologues nous racontent, nous expliquent ce qu'ils voient dans les sociétés primitives, c'est-à-dire dans l'immense majorité de tous les cas de l'espèce humaine. Ce qu'on vit, la dinguerie des chefs et des experts qui ont pris tous les pouvoirs grâce à l'élection et qui sont en train de nous opprimer avec les abus de pouvoir à tous les étages, c'est très récent et c'est très court dans l'histoire des hommes. C'est peu de choses en fait dans l'histoire des hommes. Il faut comprendre que c'est notre faute. Hein. Nous sommes devenus incroyablement confiants par rapport au pouvoir au lieu d'être vigilants. L'histoire des hommes sur Terre, c'est l'histoire de la vigilance par rapport au pouvoir. Donc, nous avons besoin de chefs en temps de guerre. Or, les chefs savent qu'en temps de guerre, on va leur obéir. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils intriguent pour qu'il y ait la guerre. Parce qu'en temps de guerre, ils revivent, enfin, ils redeviennent les chefs avec du pouvoir. Tu comprends ça? Et donc ça, c'est super important. Il faut, dans la Constitution, il faut que vous écriviez. Il faudra que nous écrivions, il faudrait qu'on grave dans la pierre pour passer l'information aux générations futures, parce qu'après la Troisième Guerre mondiale, je pense que tous les papiers auront grillé et tous les ordinateurs auront grillé, donc il faudrait le graver. Il faut absolument interdire aux chefs de déclarer la guerre. Or, dans la Constitution, c'est le président qui déclare la guerre. Alors oui, il doit en parler. C'est le chef des armées, quoi. Eh bien, oui, mais il faut interdire aux chefs des armées de déclarer la guerre. Écoute bien ça. Nous devrions interdire aux chefs
de guerre, et notamment au chef des armées. Sauf s'il en a mandat. Non, il ne faut pas lui donner le mandat parce qu'il a un intérêt personnel. Non, mais entends-moi, pas sauf s'il en a le mandat, il ne faut pas lui donner ce mandat. Désigne une assemblée de citoyens tirés au sort, ou peut-être si tu veux faire une élection parce que tu veux choisir les meilleurs, et dans les élus que tu auras choisis, tu vas tirer au sort. Mais en tout cas, mélange un peu l'élection et le tirage au sort, une élection sans candidat et des tirés au sort. Mais en tout cas, ne donne pas au chef de guerre, au chef des armées, ne lui donne pas le moyen de faire la guerre. Sinon, regarde, il te déclare la guerre contre un virus. N'importe quoi. La guerre contre le climat, ou la guerre contre, bientôt, la guerre contre l'Ukraine, la guerre contre la Russie. N'importe quoi. Tout est bon pour que, en fait, la population... mue par un instinct millénaire, je pense, un instinct multimillénaire. Oui, en temps de guerre, il faut qu'on obéisse à un chef. Et donc, il faut qu'on interdise au chef des armées de nous faire peur, de nous mentir, de déclarer la guerre. Ça, c'est les outils de manipulation de base, quoi. Nous faire peur, c'est grâce à ça qu'il a réussi à nous soumettre pendant la soi-disant crise sanitaire. Il a suffi de nous faire peur. Goebbels le disait très bien, les nazis savaient très bien qu'il fallait faire peur à la population, les terrifier. La mafia sait bien qu'il faut terrifier ses victimes. La méthode historique de la mafia, ou la méthode de la mafia historique, c'est le même, qui terrorise les victimes, en massacrant la moitié ou en inventant la guerre contre un virus, terroriser les victimes, et ensuite celui qui a terrorisé, il se présente, donc ça c'est la mafia, et c'est les gouvernements, et c'est la même chose, celui qui a terrorisé se présente comme le protecteur, en échange de la docilité, je vais te protéger. Alors que c'est lui qui a terrorisé. Il faut que dans la Constitution, on interdise à l'exécutif, au chef des armées, il faut qu'on lui interdise de nous mentir, et il y a une chambre de contrôle populaire du chef des armées, il y a une chambre de contrôle populaire tir au sort qui va vérifier qu'il ne nous a pas menti. Ce n'est pas des juges copains, c'est même pas des journalistes copains comme aujourd'hui qui sont achetés par les riches. Non, c'est une chambre de contrôle populaire tirée au sort, avec un budget, avec des pouvoirs d'enquête et d'investigation, avec une autorité de juger. C'est une chambre de contrôle populaire qui va vérifier que le chef des armées ne nous a pas menti, ne nous a pas inquiétés et s'est pas mis à nous faire peur pour qu'on se mette à lui obéir, parce que quand tu déclares l'urgence, c'est comme si tu déclarais la guerre, ça va obtenir la docilité des gens. Et on écrit « pas de guerre sans référendum ». Pas de guerre sans référendum. Et on peut mettre un deuxième alinéa, le vote est à bulletin ouvert, pas à bulletin secret, et ceux qui ont voté oui à la guerre, ils vont la faire. Ils doivent aller la faire. Ils doivent aller la faire, et pas à l'arrière, au front. Tu vas voir qu'il y aura moins de guerre. Si Macron il devait aller lui-même au front, pas à l'arrière, pas dans un blocos. Non, tu as voté oui pour la guerre. Ok, demain ou la semaine prochaine, mais rapidement, tu vas aller faire la guerre que tu as voulu. Et donc, ils vont y laisser la peau pour beaucoup d'entre eux. Et tous les mois, il faut écrire troisième alinéa, tous les mois, l'État doit obliger, donc la puissance publique doit faire un référendum à nouveau sur la guerre pour vérifier si les survivants veulent toujours la faire. Parce que si, quand ils votent la guerre, quand ils votent oui, ils vont la faire, ça va vite leur passer et on aura moins de guerre. Si on faisait ça partout sur Terre, il y aurait moins de guerre. Si celui qui déclarait la guerre allait la faire, il y en aurait moins. Étienne, on arrive au terme de cet entretien. Est-ce que malgré tout, depuis le temps que tu dénonces ce système, est-ce que tu es encore optimiste? Est-ce que tu crois qu'on va y arriver un jour à mettre en place ce que tu souhaites? Eric, je ne sais pas comment est organisée ta grille de programme, je ne sais pas comment est organisée ton activité, je ne sais pas dans ta tête quel est le niveau de conscience constituante, de la priorité constituante. Je ne sais pas où tu en es. Mais ce qui va me donner de l'espoir, vraiment de l'espoir, c'est que les amis médias alternatifs, les médias sentinelles du peuple, les inquiéteurs de pouvoir, que ces amis que je connais m'entendent enfin en intégrant, en plus de tout ce qu'ils ont dans la tête. Les autres, ce n'est pas forcément que nous. Oui, bien sûr. Mais enfin, je n'ai pas l'habitude de regarder une caméra, c'est froid, ça n'a pas de sens. Mais que les gens qui m'entendent sentent que je leur parle quand je parle à Eric, parce que Eric, là, c'est comme un personnage conceptuel. C'est une sentinelle du peuple, c'est un média libre, c'est-à-dire un inquiéteur de pouvoir. Il faut qu'il devienne constituant dans sa tête, un peu en plus, quand tu vois, il ne faut pas qu'il devienne complètement constituant. Il faut que, à côté
de la dénonciation des mensonges et rétablissement des vérités, mais qui nous garde en prison, en même temps, il commence à ouvrir une part dans sa tête du travail sur l'évasion, donc le processus constituant. Et si Eric et Clémence et Johan et Mike et Anna et que sais-je encore, les médias et Denis Robert et il a un peu plus de moyens, Denis Robert. Les vrais journalistes, pas aujourd'hui. Blast. Moi, il n'a pas perdu ma confiance. Moi. Tout le monde dit qu'il m'a piégé, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Voilà, regardez, le même jour, on a fait une émission qui est disponible encore, où il m'invitait et où on parlait de l'Union européenne. Il m'a mis, c'était super, un député en face, un député européen, comment il s'appelle, Muselier. Et je l'interpelle, enfin j'en ai un sous la main, je peux me le farcir, le petit asticot. C'est génial. Et tu sens le ton de Denis, c'était pas du tout un ton de... Il ne cherchait pas à me coincer du tout, c'est pas un piège. Non, non, c'est... Tu n'as jamais regretté aucun propos, toi, de toute façon, tu assumes tout pas ce que du tout, pas du tout. Oui, j'assume ce que je dis. Quand je réécoute, j'ai rien dit de mal. Mais, et je pense que Denis ne voulait pas me piéger du tout. Au contraire, il voulait créer l'objet... télévisuel pour se débarrasser des antifas qui faisaient chier parce qu'ils donnaient la parole à Chouard. Il avait envie de donner la parole à Chouard parce que personne ne dit ce que je dis. Hein. La vraie démocratie, il n'y a pas grand monde qui la défend. Hein. Et le processus constituant démocratique, il n'y a pas grand monde qui le défend. J'espère que cette fois, on ne sera pas convoqué à la police judiciaire après cet entretien. Ben, on n'a rien dit de mal. Hein. Est-ce que tu n'as pas peur, à ton tour, entre guillemets, de ça? C'est-à-dire qu'un jour, cette parole puisse être peut-être... exploiter l'incitation, je sais pas, à la révolution, je ne sais plus quel est le terme, là, excuse-moi de ne pas rappeler l'article. C'est très subversif. Non, mais est-ce qu'on appelle, enfin, quand on peut être un danger pour... un appel à l'insurrection, mais moi je dis, mais je dis pas, justement, tu sais, j'ai commencé, je ne sais pas combien de temps il me reste, mais j'aimerais bien pouvoir parler 1 ou 2 minutes de ce gars. C'est quelqu'un que j'aime bien, il a écrit un bouquin que je crois important, un bouquin important que je vous conseille qui s'appelle « Guerre ouverte contre les peuples ». Et lui, il n'y va pas avec le dos de la cuillère. Hein. Guerre ouverte contre les peuples à propos de la soi-disant crise sanitaire. Et je crois vraiment qu'il a raison. Il y a une guerre ouverte contre les peuples, des riches et des dominants du moment. Il a écrit un bon bouquin. Son pseudonyme, c'est Eusèbe Riochet. Ça se voit que c'est un pseudonyme. Et ce gars-là, sur X, me traque comme si j'étais un contre-révolutionnaire. Et je vais vous dire pourquoi. Enfin, je vais essayer de reformuler, parce que c'est important pour se comprendre, d'être capable de reformuler le point de vue de l'autre. Il me semble que il s'appelle complotisme à l'ancienne sur X. Et c'est un endroit où on peut se parler X. Hein, il n'y a plus de censure. Ou en tout cas, pour nous, c'est plus visible. Et alors, ce gars-là me dit... Il dit de moi que je suis un contre-révolutionnaire parce que je dis que ça ne sert à rien de tout bloquer, que c'est complètement con de tout bloquer. Comme je disais, au moment des Gilets jaunes, ne bloquez pas tout, vous allez vous rendre impopulaire, n'allez pas manifester à Paris, vous allez vous friter contre la police, vous allez vous faire défoncer la gueule. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Parole sage, hein, effectivement ce qui s'est passé, alors que ce que faisaient les Gilets jaunes, Canal Historique, c'était génial, se mettre sur les ronds-points, rien bloquer, mais écrire rond-point constituant avec des tables, des chaises pour pouvoir inviter les gens à constituer en fraternisant, en faisant la fête, en n'étant pas hostile entre gauche et droite, en devenant constituant et en ayant une priorité qui soit constituante, qui soit le RIC en toute matière, c'était révolutionnaire, c'était extraordinairement subversif et insaisissable. Il y en avait partout, la police ne pouvait rien contre nous. Et on était populaire parce qu'on libérait on libérait les péages, on pourrait libérer les parkings, on pourrait libérer tous les transports publics, les rendre gratuits. Et Eusèbe me dit, c'est complètement idiot, regardez, c'est un contre-révolutionnaire, il vous dit, ne bloquez pas tout. Ça veut dire, je sais bien qu'un jour il faudra qu'on fasse la grève générale et qu'on bloque tout, je sais bien ça. J'attends ça, moi, la grève générale reconductible avec occupation des usines, on bloque tout. Je n'attends que ça. Mais ce que je dis, c'est que si on fait ça aujourd'hui alors qu'on n'est pas constituant, on va faire comme au Népal, quoi, hein. Donc on va chasser l'homme au pouvoir, mais on va élire l'Assemblée constituante, mais c'est reparti pour un tour. C'est reparti pour un tour, nous sommes encore des enfants politiques. On est très peu à devenir devenus des adultes. Donc ce que je dis à Eusèbe, c'est... Je dis, c'est complet... parce qu'il me dit, regarde,
dans sa vidéo, il montre des gens qui se font éborgner, et puis Chouard qui est en train de faire un atelier gentiment avec son crayon et son papier. Il dit, regarde, il y a la guerre sociale d'un côté, et puis il y a l'autre, là, l'autre intellectuel qui nous dit, bon, munissez-vous d'un crayon, ça va tout changer. Je dis, Eusèbe, tu montres toi-même que les gens se font crever les yeux et tu voudrais qu'ils recommencent, qu'ils y retournent. Enfin, c'est complètement con. Il faut qu'on soit tellement nombreux que la police arrête de nous tirer dessus. Et pour être nombreux, eh bien, il faut faire ce travail intellectuel, ce travail de réflexion, réfléchir avant d'agir. Et ça n'est pas contre-révolutionnaire. Ce que je fais, c'est profondément révolutionnaire et antifasciste. Ce que je fais là, les ateliers constituants populaires, et à quoi je demande à nos copains, nos amis, les amis du peuple, quoi, que sont les petits médias alternatifs, de participer et nous aider en montrant des exemples de ces ateliers, c'est révolutionnaire et c'est antifasciste. Eh ben, ce sera le mot de la fin. En tout cas, merci beaucoup, mon cher Étienne, pour ce très long entretien, près de 2 heures que tu nous as accordé. En tout cas, c'était, je pense, important de te recevoir, de te donner la parole, même si on peut aussi ne pas être d'accord, parce que le principe même, justement, aussi de tes ateliers constituants, c'est peut-être de pouvoir être contre ces ateliers constituants. Oui, bien sûr, bien sûr. En tout cas, on va mettre en description sous cette vidéo un ensemble de ressources de sites, tu me les enverras et on les mettra. En tout cas, on verra bien ce que va donner cette période de crise, en tout cas qui s'est ouverte. On ne sait pas quand elle va se terminer. Merci à vous tous à sortir de la prison, de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager, à mettre des likes sur cette vidéo pour qu'elle tourne au maximum. Hein. On ne peut vivre que grâce à vous. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro des Incorrectibles. Et comme je ne cesse de le répéter chaque semaine, surtout restez incorrectibles. Très bonne soirée à tous. À dimanche prochain. Bye bye.